Hello les potes, comment ça va? Comment ça va Capette? Est-ce que tu m'entends? Ah, t'as lancé direct? T'as lancé direct. J'étais sur PumpFun. Et bah écoutez, coucou tout le monde. J'étais en train de regarder une connerie. Bah on va pouvoir avoir l'occasion d'en parler dans cette émission de toute façon. Comment tu vas, Léo? Écoute, ça va, semaine chargée comme d'hab, mais plein de choses intéressantes. On a été un peu pris de court avec l'USDH aussi. Ouais, C'était tout à fait. vendredi dernier, où bah, du coup Hyperliquid ont annoncé que ils voulaient avoir un stablecoin entre guillemets natif, Natif. mis entre guillemets aux enchères, enfin, où pas mal d'équipes pouvaient soumettre des propositions et ensuite être whitelistés s'ils étaient choisis pour acheter le ticker. Et bah, en fait, je pense que ça a pris de l'attention de pas mal de monde. J'ai l'impression que cette semaine, en tout cas, ça a été Hyperliquid et PumpFun. C'était le sujet. Ouais, le Je sujet, pense. tout à fait. Ouais. Mm. Et PumpFun, effectivement. Donc, moi, je t'avoue que agréablement surpris côté PumpFun. Alors, j'en ai pas, je suis sideline, mais simplement, tu vois, il y avait toujours cette réflexion de ce marché. Il y en avait que pour les institutionnels en ce moment, entre les réserves stratégiques, les ETF, etc. Et là, pour une fois, on a un truc qui se passe pour le retail où, en fait, c'est pas nouveau en plus. Hein. Ils avaient déjà cette plateforme de stream, mais simplement, il y a pas mal de gens qui se sont mis à streamer avec des modèles plus ou moins intéressants pour faire le show. Donc déjà, il faut savoir que sur PumpFun, vous ne pouvez pas streamer sans lancer un token. C'est-à-dire que vous créez un compte sur la plateforme, ensuite vous lancez un token. Et une fois que vous avez lancé un token, vous avez un bouton « Lancer le stream ». Donc du coup, vous envoyez les gens au charbon. Et du coup, il y a des concepts intéressants. Par exemple, tu vois, tu as Streamcoin. En gros, ce qu'ils font, c'est que tous les frais collectés, de leur côté, ils vont se servir des fonds pour aller faire des donations à plein de streamers. Donc, ils sont allés voir plein de gars sur Twitch. Ils ont fait des donations et à chaque fois, ils rebalançaient les clips sur Twitter. Du coup, il y a des gens qui ont commencé à créer des espèces d'outils pour pouvoir faire du clipping de PumpFun. Il y a plein de streamer coins qui sont sortis avec plus ou moins de capitalisation sur plus ou moins de concepts. Et là, en fait, ça prend de l'ampleur parce que du coup, tu as plein de gens qui sont pas connus, qui ont réussi à prendre des milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars parfois, juste parce qu'ils ont fait des stream fun. Donc, c'est un peu un mélange chat roulette, PumpFun, Twitch où c'est très dégène, tu peux rejoindre avec ton micro, avec ta webcam, discuter avec les gens, dire des conneries, etc. Et ça rappelle la vibe de Twitter à l'époque avec la tweetcam aussi, je sais pas si t'as connu. Donc c'est rigolo, quoi. Évidemment, Très évidemment. rigolo. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on voit le pire comme le meilleur. Enfin, plus que le pire que le meilleur, j'aurais tendance à dire sur PumpFun, niveau stream. Et je vois beaucoup d'intérêt pour ça en ce moment, mais je sais pas à quel point c'est quelque chose qui va réussir à durer dans le temps, en fait. Ouais. Après, évidemment que... Enfin, on va pas se mentir, moi, j'étais pas fan du launch et de l'extract, etc. et tous ces Clairement, trucs-là. pareil. Enfin, voilà. Mais force est de constater qu'ils ont fait pas mal de revenus, qu'ils ont toujours une grosse réserve. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que on a l'impression que les choses sont pas claires. Tu vois, genre, on nous a parlé d'un buyback de Buyback de 25%, au final, 20%, c'est puis un buyback de 25%. 100%, et enfin, Ouais, ouais, ouais. et après, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus au courant que d'autres sur ce qu'ils veulent faire, et que, en soi, le plan que eux, ils partagent à la communauté est super vague. Donc, C'est je clair, mais en tout cas, en fait, c'est que d'agréables surprises. C'est-à-dire que tu as eu l'ICO, ça a fondu, ça a été le temple des moqueries. Clin d'œil à Jossard qui s'en est pris plein la gueule, le pauvre, quand c'était en train de fondre. Et tu vois, c'est reparti. C'est reparti bien comme il faut. Où effectivement, on a plus de buyback que annoncé. Ils ont apparemment 2 milliards de dollars en réserve pour pouvoir arroser tout le monde. 3% du supply qui serait alloué aux streamers, c'est-à-dire que non seulement les streamers là, ils peuvent, s'ils ont des bons concepts, faire de l'argent en collectant des frais ou en rachetant leurs propres tokens, mais en plus de ça, ils peuvent se qualifier à un airdrop. Et donc 3% du supply, ça fait plus de 250 millions de dollars à redistribuer, donc c'est énorme. C'est un des plus gros airdrops, alors c'est pas hyper liquide, mais ça commence à être un airdrop très violent. Et donc voilà, t'as un peu cette vibe tweetcam, chat roulette. J'ai cru comprendre dans les CJU que tu peux pas avoir de porno, de trucs comme ça. Heureusement, j'ai envie de dire. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il y a des streams qui sont très rigolos. Là, tu vois, juste avant de lancer l'émission, je regardais un gars qui commençait à dire ouais les gars, si mon ticker il montait 1 million de market cap, je me rase les cheveux et tout. Il avait déjà la tondeuse et tout. Et tu vois, c'est comme Twitch avant que ce soit parti un peu en couille quand ça commençait à faire des dons avec PayPal et tout. bah, c'est Twitch non censuré, quoi. Plus ou moins. Hein. Moins Et avec censuré, ouais, tout à fait. beaucoup plus de spéculation. Après, bon, maintenant, on voit de plus en plus de choses bizarres sur Twitch. Mais Ouais. bon.
Sur Twitch, en fait, c'est juste que la méta, on va dire un peu malsaine, c'est les meufs qui sont en mode dans la piscine, qui jouent avec le feu, où elles sont pas à poil, mais c'est tout comme, et elles milquent à mort. Côté masculin, t'as moins ça, parce qu'en fait, personne n'a envie En de fait, passer c'est son surtout que Twitch est pognon super woke, quoi. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, côté masculin, tu peux pas faire ça. Et disons que, tu vois, si tu commences, par exemple, à boire de l'alcool, je sais pas, te mettre Après, en il y en a danger, qui etc., fument. tu vas sauter. Il y en a qui fument en stream. Enfin, en fait, ça dépend aussi de la juridiction où t'es et à quel point, genre, tu te mets en danger ou enfin, toutes ces choses-là. Mais ouais, c'est clairement intéressant. Quelqu'un qui dit que c'est plus comparable à Kick, c'est vrai que moi, je le vois plus comme un concurrent à Un peu, Kick ouais. qu'un concurrent à Twitch. Et en fait, le truc, c'est que je vois que tout le monde est ultra hypé, ce qui est normal parce qu'il y a du revenu, parce que ça buy back, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Moi, ma réflexion actuelle, c'est que genre ça peut encore beaucoup gros et surtout que en fait quand tu as d'un point de vue market cap ou même FDV, on est encore très loin de d'autres projets qui font de moins en moins sens et qui font pas autant de revenus. Mais pour autant, je pense pas que ça va être un top 10 market cap dans le sens où genre je pense que les gens vont beaucoup s'exciter d'une certaine manière. Mais il y a quand même une limite à ça dans le sens où, enfin, comme je te disais en privé, je vois mal genre des Squeezie, des Kai Cenat, des Inoxtag, etc. aller sur PumpFun. Et donc en fait, je pense que PumpFun est voué à toucher des gens qui ont pas d'audience sur Twitch ou qui ont du mal à faire de l'audience sur ces plateformes-là et de faire leur propre truc. C'est ce que je me dis aussi, mais tu vois, on disait un peu pareil de Kik, et force est de constater qu'ils ont quand même un peu de jus Kik, parce qu'ils payent bien, parce que ça censure moins, et que du coup, il y en a qui font un petit peu la rébellion contre Kik. Tu vois, pareil, YouTube, moi j'aurais pensé que YouTube Gaming, la plateforme de stream, elle aurait cartonné, et au final, elle a eu zéro buzz. Donc là, je me dis que s'il y a du pognon à la clé, et que en plus de ça, tu as des leviers pour te faire connaître, faire du pognon, etc., il peut se passer quelque chose. Pour une fois, je vais pas à mid-curve, je vais dire on verra. Voilà. Je vais pas dire c'est du sûr et tout, mais simplement on verra parce que Pump m'a suffisamment impressionné jusqu'à présent pour que, tu vois, c'est bon. Pour moi, ils ont gagné en crédibilité. On n'est plus dans juste de l'extract, on est dans un truc où c'est crado, tu vois, c'est zone grise, mais ils sont là, tu vois. C'est comme Tether à l'époque. À l'époque, on disait Tether un jour ça va mal finir et tout. Regarde le résultat, gros. C'est vrai. Je vois, il y a un message dans le chat, je vais juste le lire avant qu'il soit oublié, qui me dit Yo Picsou, je t'ai croisé dans la rue il y a 1h30 et je m'en veux d'être aussi timide car j'aurais voulu te dire merci pour tout ce que tu fais. C'est grâce à quelques personnes comme toi, Capette, que j'ai réussi mon premier cycle crypto. Je serai dans le rouge sinon, continuez comme ça, vous êtes des boss. Bah écoute, un grand merci à toi et pour le coup c'est probable parce que j'étais dehors il y a quelques heures donc très il cool lui arrive de sortir. pour le coup en ce moment je vois pas trop le jour avec tout le taf et etc. Comme vous le voyez le teint est beaucoup trop pâle mais il fait ici. beaucoup trop beau à Malte en ce moment. Là je sortais, il faisait 28 degrés, tout le monde se baignait, soleil de fou. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Puis j'ai vu que c'est parti en couille aussi sur Twitter en ce moment avec Eric Larchevêque et tout. C'est cataclysmique ce que j'ai lu. Parce que c'est quoi, c'est la taxe Zuckman, c'est ça, avec les 2%. C'est quoi, c'est 2% sur les unrealized, unrealized payments, sur les unrealized gains. C'est ça. De ce que j'en ai compris, c'est ça. C'est le fameux sujet des unrealized gains où en gros on voudrait pousser les chefs d'entreprise à revendre des actions aux employés. Et en fait ça peut difficilement s'appliquer, mais comme d'hab. Mais en fait, ça veut dire c'est que tu me donnes un chèque de 1 000 € où ma boîte est donc valorisée à 14 milliards, ça veut dire que je dois te donner 2% de 14 milliards parce que je viens de lever avec ton chèque de 1 000 € à 14 milliards? C'est ça que ça veut dire? Le problème, en fait, c'est que ça s'applique difficilement à des boîtes qui génèrent du revenu et qui génèrent pas de revenus. Parce que tu peux avoir des boîtes, tu vois, l'exemple, c'était Mistral, tu peux avoir une boîte qui est valorisée apparemment à 14 milliards, mais si tu génères pas de revenus, tu veux vendre tes actions. Mais en fait, tu vois, il y a quelqu'un qui, dans le chat, ils disent 2% du patrimoine par an, 2% chaque année en plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que 2%, ça vous choque pas, mais 2% sur 10 ans, 2% sur 20 ans, 2% sur 30 ans, c'est-à-dire qu'en gros, tu finis par tout donner à l'État. Mais tout.
tu donnes tout à l'État, quoi. Et enfin, je comprends pas quelle est la, enfin, en gros, au lieu de se dire, bon les gars, et si on dépensait un petit peu moins, qu'on s'endettait un petit peu moins, etc. Est-ce qu'on ferait pas des efforts? Au lieu de se dire ça, les mecs sont en mode, bon bah, on va cartoucher les gars. Hein. On est un des pays où il y a le plus d'impôts au monde. On recartouche plutôt que de baisser les dépenses. Donc, enfin, je ne comprends pas la logique en fait. Si ce n'est de tuer. Enfin, la logique, si. La logique, je la comprends. C'est que la réalité, c'est que les gens qui sont au pouvoir ou qui aspirent au pouvoir, ils savent que le pouvoir, ils vont l'avoir via les retraités parce que c'est principalement les vieux qui votent ou les futurs retraités qui votent. Donc en fait, ils draguent les retraités. Alors que là, ils draguent pas les retraités. Là, ils draguent les jeunes. Parce que c'est les jeunes que tu dragues en disant ça. Non. Bah, je sais les même vieux, pas. Ils s'en battent les couilles, ils sont à la retraite, ils ont fait leur dose, c'est pas le fait d'imposer les plus riches qui va changer leur vie. Non, mais le sujet, c'est que pourquoi l'État est aussi obèse, c'est parce que justement, la retraite, ça coûte un pognon monstre, les aides aussi, tu vois. Donc en fait, si tu veux pas baisser les retraites ou les aides, il va bien falloir aller taper quelque part. Donc ils veulent taper dans les actifs, et comme ils ont déjà beaucoup tapé dans les actifs, ils se disent, bon, on va taper dans les riches, tu vois. Et ça va être une mesure populaire parce que si on mange bien le cerveau de tout le monde en les montant contre les riches, et bah tout le monde va être content d'aller taper sur les riches. C'est une putain de blague, hein. Franchement, quand t'es en France, ton argent il est imposé 4 milliards de fois, j'ai l'impression. Ils prennent des taxes énormes sur le carburant, sur le tabac, tu payes ta TVA partout, t'as les prix qui augmentent avec l'inflation, t'as des impôts qui qui sont extrêmement élevés. On veut te réimposer sur un patrimoine que tu n'as même pas réellement parce que tu n'as pas réalisé le gain. Franchement, j'en suis à un point où c'est un putain de cirque en fait là je suis au cinéma là. Enfin c'est ultra triste quand t'habites en France et que tu vois ça. Enfin moi c'est hyper affligeant, tu vois. Mais franchement. Jusqu'où on va aller, par contre, j'ai une solution, hein, frérot. Hein, par contre, hein. C'est aux prochaines législatives, il faut pas voter à droite, il faut pas voter au centre, il faut voter extrême gauche. Il faut voter extrême gauche. Comme ça, au moins le pays, on le met par terre. Tu vois, c'est fait. On le fout par terre. Et une fois qu'il est par terre, on peut proposer des choses. Parce que sinon, on va toujours être dans les entre-deux. On va nous dire, on va baisser les impôts. On n'arrivera pas à relever le pays si on le met par terre, honnêtement. Il faut le mettre par terre, gros. Moi, je pense que si on le met par terre, il ne se relèvera pas, honnêtement. Avant, je pensais, maintenant, en fait, je sais pas, après, bon, le stream va devenir trop politique, mais j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés de ce qui se passe dans les autres pays, dans le reste du monde, je suis choqué, quoi. Je suis choqué. Bref. Et si on parlait un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine en crypto, parce que je crois que les gens nous regardent pour ça. Ouais. Tout à fait. Bah écoute, tu nous parlais du SDH sur Hyperliquid. En quelques mots, c'est pourquoi c'est natif entre guillemets. Le marché visé, c'est quoi? En gros, l'idée c'est quoi? C'est dire bon, il y a une grosse dépendance à l'USDC, on va être moins dépendant de la USDC et en même temps, au lieu de leur donner indirectement de l'argent parce qu'il faut travailler cet argent, on essaie d'avoir un stablecoin qui permet de faire encore des nouveaux revenus pour Hyperliquid. Je pense qu'il y a plein de choses dont tu as parlé qui font partie de cette équation-là. La première, c'est qu'actuellement, il y a 5,5 milliards ou presque 6 milliards d'USDC sur Hyperliquid qui sont bloqués du coup dans le bridge Arbitrum to Hyperliquid, plus ou moins, parce qu'on n'a pas encore d'USDC natif, ce qui ne serait tardé de ce que disait Jérémy Allaire. Et ces 5,5 milliards de dollars ne rapportent zéro à Hyperliquid. C'est-à-dire que, genre là, Circle se met de l'argent dans la poche à partir de 5,5 milliards. Donc, disons, imaginons, ils prennent 4% de ça. C'est-à-dire qu'à l'année, ils prennent des centaines de millions dans leur poche. Et en plus de ça, ils nous chient dessus. Dans le sens où, globalement, on n'a aucun support natif. Ils ont mis extrêmement de temps à réagir, etc. Et donc, je pense qu'au bout d'un moment, Hyperliquid en a eu juste marre et s'est dit, en fait, au lieu de devoir, se baser sur l'USDC pour à peu près tout ce qui se passe sur HL, est-ce qu'on n'irait pas créer une alternative qui, elle, permet de capturer ce revenu-là et de le distribuer à l'écosystème? Parce que autant capturer ce revenu-là et acheter plus de hype, ou capturer ce revenu-là et le faire se déverser directement dans l'écosystème pour le financer et pour faire des choses intelligentes. Parce que globalement, là, juste Circle extract, qu'on se le dise. Alors que sur des exchanges ou sur plein d'autres venues, Circle paye ces exchanges-là pour être distribués. Donc, t'as Circle qui paye Binance et d'autres pour être distribués chez eux. Mais là, sur HL,
de un, ils offrent pas un support natif, et en plus de ça, ils ne redonnent rien à HL, en fait. Donc, à partir de ça, en fait, vendredi dernier, Hyperliquid, en tout cas la fondation Hyperliquid a fait une sorte d'appel d'offres public où pendant 5 jours de mémoire, ouais, c'est ça, toutes les équipes qui avaient l'occasion de passer du temps et de pouvoir subvenir à cette demande de créer un stablecoin natif Hyperliquid, mais surtout compliant. Donc quand ils veulent dire compliant, ça veut dire compliant Genius Act et compliant MiCA, moi de ce que j'en comprends. Et du coup, il y a eu pas mal de gens qui sont positionnés. Le premier dont on va reparler évidemment, c'est Native Markets qui ont fini par gagner aujourd'hui, qui est une team native de HL. En fait, le mec qui dirige ça, il s'appelle Max Fiege, je sais pas comment on le prononce exactement pour être honnête, mais qui est un OG de HL qui est là depuis extrêmement longtemps, depuis les tout débuts, et qui a onboardé énormément de gens sur HL, qui a démocratisé aussi HL, qui a été un peu évangéliste, etc., et qui a aussi soutenu pas mal d'initiatives, je crois, notamment liées à Félix. Donc il y avait cette équipe-là qui a partner avec Bridge. Donc si vous cherchez @stablecoin sur Twitter, vous allez tomber sur un compte qui s'appelle Bridge. Et eux, c'est la boîte rachetée par Stripe, c'est ça? En fait, Stripe, ils détiennent, ils sont en train de build Tempo, qui est un L1 pour eux et pour faire du paiement et pour le faciliter. Et le CEO de Tempo, c'est le CEO de Paradigm, qui est un des plus gros détenteurs de hype sur Hyperliquid. Pour l'équivalent de centaines de millions, voire milliards, en gros. Et du coup, Bridge, dans tout ça, il y a un lien avec Stripe, il me semble aussi. Ben, en gros, Bridge utilise les solutions notamment de Stripe. Et du coup, globalement, tu as un OG de HL qui a partner avec une boîte qui est en lien avec Stripe pour offrir ce stablecoin natif. Donc, il y avait cette offre-là. Ouais, je vois, alors je te coupe juste, Stripe close the 1 billion purchase of Bridge Network. Donc il me semble bien que Stripe les avait rachetés en février 2025. Je sais pas s'ils sont rachetés ou s'ils travaillent avec eux, mais c'est plus ou moins la même chose, en gros. Okay. Ensuite, on a eu d'autres propositions. On a eu notamment la proposition de Paxos qui a fait énormément de bruit parce que Paxos a un énorme historique et un track record pour émettre des stablecoins. Ils ont fait plein de stablecoins, notamment aussi pour des exchanges centralisés, etc. Et en fait, ils ont mis beaucoup de choses sur la table, notamment beaucoup de garanties pour faire grossir l'écosystème et notamment distribuer l'USDH et l'écosystème HL. Et c'est pour ça qu'on a vu le tweet de PayPal, parce que globalement, Paxos partner avec PayPal et Venmo, et leur proposition, c'est de dire, on va distribuer l'USDH et on va faire grossir l'écosystème HL grâce à des intégrations qui donnent une autre tournure à ce stablecoin, puisqu'en fait, l'USDH et le hype auraient été disponibles dans PayPal, Kraken et Venmo si Paxos gagnait, entre guillemets, la proposale. Et en plus de ça, ils proposaient de redistribuer énormément des revenus directement pour buyback du hype, de mémoire. Ouais, de mémoire, alors au début, c'était 95%, et après, dans la V2, c'était 100% pour les premiers millions de revenus, et après, 95% des revenus redistribués. Ouais. Donc, quasiment tout, en fait. C'est ça. Après, du coup, on a eu une proposition de Ethena, qui, dans la semaine, a fait énormément d'annonces, notamment avec Mega ETH, parce qu'ils vont proposer un stablecoin, entre guillemets, as a service pour Mega ETH, pour que Mega ETH ait son propre stablecoin natif. Ils ont aussi fait d'autres annonces, notamment liées à un investissement stratégique chez Based App, qui est une app qui te permet de trader sur mobile et sur ordinateur sur HL et qui abstrait un peu la complexité du truc. Il y a énormément de le vent en poupe parce qu'en ce moment, ils font 500-600K de revenus par jour, ce qui est gargantuesque, qui est genre 5 à 10 fois plus gros que ce que Phantom génère en ce moment. Ils ont aussi annoncé l'USDE sur Binance et ils ont aussi partenaire notamment avec Liminal, si jamais vous connaissez. Et du coup, la propale d'Ethena était très intéressante dans le sens où elle offrait énormément de garanties sur la distribution, sur la croissance, sur la liquidité aussi qu'ils mettraient à disposition, parce qu'ils ont proposé de mettre 5 milliards de dollars d'instant liquidity, ce qui est titanesque, c'est juste énormissime. Ils ont même proposé de couvrir les frais si jamais tous les USDC étaient convertis en USDH sur HL. Et puis après, on a eu d'autres choses, notamment Agora, Frax et d'autres propositions, mais celles-ci ont eu un peu moins de traction. Donc, alors, question de chat et question Capet.
Pourquoi Paxos n'a pas gagné? Pourquoi c'est Native Market qui a pris le dessus? Alors en fait, déjà, il faut comprendre plusieurs choses. La première, c'est que en fait, c'est les validateurs qui votent et globalement, pour avoir du poids en tant que validateur, il faut des gens qui stake chez toi. Donc en gros, les gens avaient le choix de unstaker et staker, par exemple, chez des validateurs qui suivaient leur philosophie et notamment la proposale pour laquelle ils voulaient voter. Le truc, c'est que en fait, tu as eu 80 ou 90% des validateurs qui ont décidé de soutenir la proposition de Native Markets. Et en fait, fait qui a un petit peu mis du l'huile sur le feu, c'est que Native Markets ont fait une proposition très 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 rapidement après que la fondation HL ait dit on veut récupérer les proposals de tout le monde pour faire l'USDH. Donc en fait, ce qu'on a appris entre guillemets, c'est que Native Markets, ça fait plusieurs semaines qu'ils travaillent sur un stablecoin natif à HL. Et l'autre chose aussi qu'on a vu, c'est que en fait le déployeur qu'ils avaient pour justement acheter le ticker USDH, etc., il a été financé, il y a eu des transactions qui étaient juste quelques heures avant l'annonce de la fondation HL par rapport à l'USDH. Donc après, Max a entre guillemets justifié ça par le fait qu'ils avaient fait des tests sur pas mal d'adresses de déployeurs et que bref, c'est une suite, enfin c'est juste des circonstances qui ont fait que ils se sont retrouvés à avoir des transactions juste avant mais qu'ils n'étaient pas insiders. Mais beaucoup de gens ont spéculé sur le fait que en fait ils étaient insiders. Alors je pense que la vérité on la connaîtra jamais véritablement. Je pense que ce qui a beaucoup joué dans les votes qu'on a vus de la part des validateurs et de la communauté, et au final, l'argument phare, c'est que les gens, ils voulaient notamment une équipe qui était native à HL et surtout qui ne fait rien d'autre, c'est-à-dire qui est complètement vouée et dédiée à la tâche, entre guillemets. C'est et ça, du coup, qui joue pas sur tous les tableaux, sur toutes les chaînes, etc. C'est ça. Et du coup, à cause de ça, enfin en tout cas, c'est ce que j'en suppose, beaucoup de gens ont voté pour Native Markets à ce niveau-là. Je pense que c'est à nuancer dans le sens où moi, Max et Stripe, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la proposale de Native Markets, mais qu'on soit totalement honnête, les autres proposals étaient meilleurs si on ne regarde pas strictement l'alignement HL entre guillemets. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc les autres proposals étaient meilleurs, mais les gens se sont concentrés sur le fait d'avoir un acteur qui est neutre. Moi, ce qui m'a fait un petit peu tiquer, alors après je suis forcément biaisé, c'est que t'as Native Markets qui gagne à hauteur de 80-90% les votes, alors qu'ils ont aucun track record. Hein. Enfin, ils ont jamais fait de stablecoin. Enfin, et le peu de stablecoin qu'ils ont fait, ils ont plus ou moins échoué. Parce que je crois il y avait une histoire du SDHL, du SDXL, enfin il y a eu plein de trucs, enfin ils ont itéré, mais bref, c'était pas des choses qui ont vraiment bien marché. Donc j'ai plus vu ça comme une sorte de position politique de la part des stakers et des validateurs, en mode Max c'est notre gars, c'est l'OG, il est là depuis le début, vive le roi quoi, c'est long vie à Max quoi. Donc moi, je peux comprendre cette philosophie-là, parce qu'en fait, c'est une des seules proposals où tu peux avoir une certaine confiance dans le fait qu'ils seront très dédiés à l'USDH et que la neutralité est relativement respectée et que l'alignement est assez élevé. Je trouve que la réaction des validateurs je sais pas si on peut appeler ça une collusion, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une sorte de vote unanime pour Native Markets, alors qu'on a vu des proposals à côté qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue liquidité, track record, garantie de distribution, etc. Je trouve ça un peu. Ça ressemble à une collusion. En fait, je te coupe. En fait, quand on parle de réseau en proof of stake, ça relance un sujet Ethereum versus le reste. Parce que quand vous stakez sur Ethereum, en fait, en général, c'est vos Ethers, c'est votre pognon qui votez dans votre intérêt. Alors que tout ce qui va être Solana, chaîne sur Cosmos, etc., en général, c'est de la preuve d'enjeu délégué. Donc, en fait, tu as plutôt intérêt de bien identifier chez quel validateur tu vas donner du pouvoir de vote parce que c'est lui qui va voter pour toi. Tu délègues ton vote, en fait. Et comme l'a dit Léo, du coup, ce qui se passe, c'est que c'est pas les gens
qui ont voté qui va faire l'USDH. Les gens vont staker chez des validateurs et c'est les validateurs qui vont voter. Et comme il y a énormément de gens qui soit s'en foutent de la gouvernance, soit en fait n'étaient même pas au courant que ça fonctionnait comme ça fait une sorte de collusion parce que effectivement, au début, il y avait beaucoup de validateurs, beaucoup de pouvoirs de vote qui n'étaient même pas attribués. Et en fait, très rapidement, ça a été que Native Market, Native Market. Bah, en fait, le truc, c'est que, en fait, je pense qu'on pourrait même se dire que s'il n'y avait pas d'histoire de validateur et que juste c'était un vote en fonction des hypes que tu avais staké et que c'était un vote personnel, je pense que les choses seraient un petit peu différentes. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement des giga whales qui ont reçu des airdrops massifs qui sont potes avec Max que, genre, je pense que c'est. En fait, le problème, c'est que, en fait, Native Markets, on sait pas grand chose d'eux, quoi. Enfin, genre, ils sont tellement jeunes, ils ont tellement pas de track record que, en fait, on part un peu du principe que bah, c'est Max et on lui fait confiance. Et je peux le comprendre. Et je peux comprendre qu'on peut aussi avoir des doutes quant au fait de, enfin, comment dire, faire confiance à Paxos ou à Ethena les yeux fermés. Mais pour autant, je trouve que à quel point la communauté a décliné l'offre de Paxos, je trouve ça assez surprenant. Donc moi honnêtement j'ai été un peu déçu. En fait si Native Markets avait gagné de manière enfin si ça avait pas gagné aussi largement, j'aurais trouvé ça plus réaliste et parce qu'en fait, à un moment, il y avait quand même, enfin, pendant très longtemps, dans l'écosystème HL et dans le crypto Twitter et tous ces trucs-là, Paxos dominait quand même pas mal les conversations, quoi. Qu'on se le dise. Et le fait que Paxos obtienne aussi peu de voix alors qu'ils avaient autant de mindshare, ça nous montre que, bah, en fait, les validateurs et les gens behind the scene ont énormément de poids. Donc, après, forcément, je suis biaisé et honnêtement, je trouve que ce que Hyperliquid a mal fait, à mon sens, c'est qu'ils n'ont pas assez donné de temps. C'est-à-dire que c'est des discussions qui sont tellement majeures pour le futur d'HL que donner 5 jours pour s'organiser et faire des proposals, moi je trouve ça vraiment borderline, quoi. Et honnêtement, puis j'ai vraiment été critique d'HL, quoi. La com, elle était. Nous, on était à fond, tu vois, on voyait que ça sur Twitter, mais la com officielle sur le sujet, il y a peanuts, en vrai. C'est-à-dire C'est pas. Bah, déjà sur le Twitter HyperLiquidX, il y a on rien. s'en fout, tout se passait sur Discord. Ils ont fait des annonces sur Discord. T'avais non, mais t'avais toutes les proposals sur Discord. Toutes les proposals étaient discutées sur Discord. Tu pouvais poser des questions au team. En fait, t'avais des réponses. Il y a eu plein de space Twitter où bah, en fait, il y a des gens de la communauté qui ont interviewé les émetteurs de proposals, etc. Donc, non, en vrai, il y a eu matière à discussion. Il y a eu pas mal de détails qui ont été partagés, etc. Mais c'est juste que je suis assez surpris de la tournure des choses. Après, d'un point de vue HL, au final, HL gagne sur tous les plans actuellement parce qu'ils ont eu un marketing absolument incroyable pour absolument $0. Et ils ont fait qu'appuyer sur le fait que, mais les gars, vous inquiétez pas, l'USDH, c'est juste un ticker, c'est pas si important que ça. Et je trouve ça bizarre de faire voter les gens pour un truc aussi important et après de se dédouaner et de dire genre oui mais ça reste un ticker, genre enfin vous pouvez build votre propre truc, oui mais enfin pourquoi mettre autant d'importance sur un vote si c'est quelque chose qui est aussi peu important, et pourquoi faire un vote qui est aussi court. Enfin moi j'ai pas trop kiffé le fait que le vote soit aussi court parce que même mes pensées aujourd'hui sur le sujet évoluent et c'est extrêmement difficile d'avoir du recul sur quelque chose qui va impacter énormément le futur d'HL en aussi peu de temps. En fait ce qui est extrêmement dangereux à mon sens, c'est que le vote est devenu ultra politique au-delà des détails techniques et que en fait ça crée une sorte de précédent pour tous les prochains votes. C'est-à-dire qu'en fait maintenant, enfin je voyais qu'il y a des gens qui parlaient de ça, ils disaient en fait ça sert à quoi de faire genre des proposals si en fait genre entre guillemets on connaît déjà le gagnant ou que c'est déjà un mec presque désigné ou que dans tous les cas tout le monde n'attend qu'un acteur HL, alors après enfin HL natif. Donc après je pense que HL se sont dit, nous, on laisse les gens choisir, quoi. Mais je pense que ça, enfin, en fait, le fait que ce soit aussi unanime sur Max, j'ai trouvé ça très surprenant et intéressant. C'est juste comme ça que moi je le ressens, et je trouve que ça crée un précédent qui est dangereux. Enfin, honnêtement, genre, ça me donne même plus envie de m'impliquer dans la gouvernance parce qu'en fait, je sais d'avance que, bah, en fait, le truc des, enfin, après. Tu peux argumenter que c'est juste une démocratie et que bah en fait juste les gens ont voté pour un truc que moi j'appréciais genre pas le plus et que du coup genre je suis frustré. Donc oui, genre forcément de ma perspective, je suis un peu déçu et je respecte le vote, je trouve, mais honnêtement, ça m'a un peu inquiété, quoi.
J'ai une autre explication, c'est que, tu vois, à l'échelle des crypto-monnaies, on a tellement l'habitude que tu aies des votes de gouvernance avec la quasi-unanimité, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est toujours les mêmes qui votent, que presque, du départ, ils ont dû se dire, bon, il va y avoir 2-3 pecnos qui vont le proposer, il y en a un qui va Non, pousser non. et basta. Frérot, Parce que, t'es top 10 market cap, t'es le projet le plus surveillé, tu fais une proposale pour un stablecoin qui va capturer des centaines de millions de dollars de revenus par an. Arrête de prendre les gens pour des cons, tu vois. Honnêtement, moi, j'apprécie énormément HL, ce qu'ils ont bâti jusqu'à maintenant, etc. Je trouve ça, enfin, en fait, j'ai l'impression de pas savoir quelque chose qui a dû les motiver à faire ce truc, enfin, cette deadline aussi courte. Et il y avait des mecs qui parlaient de ça, qui était assez intéressant. Ils ont dit, est-ce que c'est pas juste un levier pour renégocier un deal avec Circle et l'USDC, tu vois? Parce qu'en fait, jusqu'à peut-être, maintenant, Circle mettait pas forcément énormément de poids, alors que ça représente quand même 10% de leur supply en circulation, hein, sur le stablecoin. Est-ce que ce serait pas le moment de changer un peu comment dire, le rapport de force entre Circle et Hyperliquid pour forcer Circle à avoir un produit qui est plus compétitif? Et je pense que si enfin, c'était ça l'objectif, ça risque d'être plutôt réussi. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que une même autre ça crée un explication. énorme bordel, tu vois. D'un point de vue fragmentation des liquidités, c'est extrêmement chaud parce que, enfin, tu passes d'un monde où bah, tout est en USDC et genre t'as l'USDT sur HyperEVM, etc., à un monde où tu vas avoir l'USDC sur Hypercore, tu vas avoir l'USDT sur Hypercore, tu vas avoir l'USDT toujours sur HyperVM, tu vas avoir l'USDT en plus, et en plus de ça, tu vas avoir un stablecoin natif qui va être un peu choisi par défaut par la commune, mais on sait pas à quel point il sera utilisé comme genre pair par défaut pour tout le trading de pairs ou de spots. Tu sais, enfin, c'est en fait Je vois ce que tu dis. Mais il y après, a c'est trop de parce qu'on a flou. beaucoup de questions en substance. Mais tu vois, il y a un autre sujet que tu n'as pas abordé, c'est la réglementation. On va en parler dans le Coin Hebdo, mais tu vois, il y a le Genius Act qui est passé. Ils veulent déjà modifier les règles du Genius Act Ouais, d'ici j'ai la vu. fin d'année. Et si ça Ouais. se fait, il y a un changement qui est important, c'est qu'en fait, tu serais obligé d'avoir une licence d'émetteur de monnaie électronique ou bancaire pour pouvoir émettre un stablecoin. Ce qui fait que les projets purement tech sont hors circuit, tu vois. Ils seront jamais hors circuit parce qu'ils seront tous des providers qui eux ont une licence, quoi. Ça veut juste dire que en Ouais, mais fait au ça lieu change tout. de bah c'est un peu comme les néobanques. Genre elles achètent Oui, des licences à des banques établies, quoi. oui, Donc mais justement, là c'est la même sur le chose pour les circuit des stablecoins. néobanques, si tu es une grosse néobanque, donc tu as l'argent pour passer par un provider, mais quand tu es un petit, ça coûte extrêmement cher en fait de tout mettre en place avec un provider, en plus de donner des micro-commissions à chaque transaction à ton provider, tout en étant compétitif par rapport au reste du Je suis marché. d'accord, Ce qui mais fait... en soi, en vrai, un stablecoin, c'est pas fait pour des petits acteurs. Enfin, il y a tellement d'enjeux, c'est tellement important que, genre, c'est pas des trucs sur lesquels t'as envie de pousser, genre, des tout petits à opérer, parce que c'est là où t'as le plus de risques, quoi. Enfin, il y a enfin, dans tous les cas, on part du principe que, enfin, quoi qu'on en dise, un stablecoin compliance, c'est un stablecoin qui est ultra centralisé. Parce que de nature, il doit avoir des bons du trésor américain, il doit avoir des T-bills, il doit avoir des obligations américaines d'État, quoi. Ah, Donc, mais tu vois, regarde, Etena, c'est un produit tech, ils ont pas de licence ni de trucs comme ça. après, je pense que c'est des choses qui vont bouger. On verra comment ça Oui, se mais ce passe. que je veux dire, c'est que tu vois, Etena, avant d'être un gros, ils ont été un petit qui ont fait un stablecoin synthétique. Et s'il y avait eu cette fameuse règle Genius Act, il n'y aurait jamais eu d'Etena, en fait, potentiellement. Donc Mais c'est quand après, même un frein à Ethena, l'innovation. ils sont pas totalement vendus comme un stablecoin, ils sont vendus comme un synthétique dollar. Parce que ils Ouais, sont pas backés par des T-bills, ils sont backés par les revenus qu'ils capturent en étant delta neutral sur Binance et sur d'autres plateformes, quoi. ouais, mais Donc, justement, le Genius Act, limite, ça interdirait de facto peut-être ce genre de produit. on va voir. Honnêtement, on va voir. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est toujours, enfin, que les États-Unis sont pro-innovation. Encore une fois, on a vu la SEC qui ont dit en 4K, nous, on aimerait bien que les teams continuent d'innover et même lèvent du capital on-chain sans qu'ils aient de problème. Tu vois. Donc enfin, en gros, c'est pas que c'est crime autorisé, mais c'est que genre, ils ont quand même envie qu'il y ait pas mal de choses qui se développent et etc. Donc, Souviens-toi, jusqu'après le crash de Luna, il y avait un sujet du ban des stablecoins synthétiques, hein. C'est un sujet, hein. c'est différent parce que Luna et Ethena, ça n'a rien à voir.
C'est Non, Luna. mais je te dis pas que Luna, enfin Ethena est comme Luna et que ça repose sur rien. C'est juste que dans les deux cas, ça ne repose pas sur un sous-jacent avec. En gros, c'est pas collatéralisé de la même façon qu'un stablecoin centralisé. C'est ça le truc. Donc Ouais, il y a des risques inhérents. oui, clairement. Après, je sais pas si tu connais un petit peu l'architecture d'Ethena, mais en fait, la custody, elle se fait pas genre sur les exchanges centralisés. En gros, ils ont un custodian qui est à part et qui, lui, a le droit d'opérer pour trader directement sur les plateformes. Donc, en gros, genre Ouais, les bien fonds sûr. restent chez eux, mais ils peuvent exécuter sur des places centralisées type Binance, etc. Donc, mais oui, Mais oui, je ils suis ont très d'accord. bien géré. Ils ont très bien géré. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi créé l'USDTB, c'est ça, qui vient servir maintenant de support à l'USD synthétique. Parce qu'ils savent très bien qu'en fait, ça aurait pu mal se passer, mais ils ont très bien travaillé, donc ça s'est bien passé jusqu'à présent. Et maintenant, ils se mettent différents leviers de sécurité pour pas finir comme Luna. Mais souviens-toi, même au début d'AAV, Je Mark pense Zeller, tu que vois, faut il avait pas peur, du tu vois. tout comparer Luna à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ça n'a rien à voir, quoi. Parce qu'en fait, Non, Luna, c'était backé par des assets volatiles, quoi. oui, parce que justement, c'est que sur la fin qu'ils ont commencé à vouloir backer ça avec du BTC et tout. Et en fait, il aurait été moins gourmand, le J-Quan, potentiellement, ça se serait passé Mais différemment. Do-Quan, rien pardon. qui dit, en gros, le back sur l'USDE se fait sur les performances de ENA ou j'ai tout faux? Je crois que t'as un peu tout faux. Enfin, en gros, c'est que, en gros, quand tu déposes chez Ethena, de ma compréhension, genre, ça va déposer dans un custodian qui, lui, est utilisé pour accéder à Binance et d'autres plateformes pour avoir des positions delta neutrales. La grosse différence avec Hyperliquid, par exemple, c'est que sur ces plateformes-là, tu as ce qu'on appelle du portfolio margin, en fait. Donc, en gros, tu peux utiliser, par exemple, ton BTC que tu as en spot en tant que collatéral pour shorter sur les dérivés. Et en fait, si tu shortes BTC avec du BTC, la même quantité, en gros, tu n'as plus de prix de liquidation. Donc, en fait, en gros, Ethena a aucun risque de liquidation de ma compréhension, tout en ayant les fonds qui ne sont pas sur les plateformes centralisées d'exchange, elles sont custodied, genre dans un custodian qui est à part, en fait. Et en gros, ils sont surcollatéralisés, je crois, à 101 ou 103%. Et le yield, tu peux le capturer avec le SUSDE et le SNA, en gros, qui te Voilà. Et permettent de capturer là les revenus. le yield, il vient du yield fait sur le staking d'Ether et de stake d'Ether et du funding sur les exchanges. Exact. Voilà. Donc il vient pas. Donc en fait, déjà la grosse différence, c'est quand même important de le signaler, c'est que le rendement, il vient de l'Ether et de vrais revenus sur les plateformes centralisées. Alors que Luna, le revenu, il venait du fait que les gens, ils couraient après le Luna comme des fous pour croquer un revenu sur Encore Protocol. Donc en fait, tu avais de l'argent magique d'Internet qui arrivait et qui poussait les gens à investir. Donc c'était une boucle virtueuse jusqu'au moment où la boucle virtueuse s'est rompue. Voilà. Mais tu n'avais pas de vrai sous-jacent derrière de revenus. Le delta neutral se fait avec le ENA, non? Non, pas du tout. En fait, de ma compréhension, tu as l'USDE qui est l'équivalent d'un stablecoin. Tu as le staked USDE qui te permet de capturer genre le yield de ces stratégies delta neutrales. Et tu as le SNA qui te permet de staker genre tes ENA et de capturer genre le revenu de Ethena. Parce qu'en fait, en gros, tu as genre le revenu de ce que génère le delta neutral et tu as le cut d'Ethena. Et en fait, en gros, si tu stakes tes USDE et que tu stakes tes Ethena, enfin tes ENA, en gros, tu peux capturer à la fois le cut de Ethena et à la fois le revenu des funding rates et du staking. Mais bon, en général, la partie stablecoin semble quand même plus intéressante avec le stake USD. Et tout ça pour dire que de toute façon sur USDH, c'est Native Markets qui a gagné. Et je crois qu'ils vont deploy genre plutôt soon. Je crois que c'est dans les prochains jours, a priori, de ce que j'ai lu de la part de Max sur Twitter. Et puis on va voir comment ça se passe en fait. Ouais. Il y a encore beaucoup d'inconnus, mais après je pense qu'il y a tellement d'enjeux et que c'est tellement important que au besoin ils seront aidés par la team HL, quoi qu'on en dise, et qu'il y aura des gens importants autour d'eux pour faire en sorte qu'ils fassent pas de la merde et qu'ils fassent les choses bien. Et donc je pense que ça va bien se passer. C'est plutôt le vote en lui-même qui était un petit peu source de drama. Mais encore une fois, je tiens à dire que j'ai moi-même mes propres biais et que ça allait tellement vite que c'est extrêmement difficile d'avoir une réflexion mature et d'avoir assez de recul sur ces choses-là, parce qu'en fait, tout arrive en même temps. On avait les proposals genre en temps réel sur le Discord. Enfin, c'est donc voilà. Mais en gros, l'USDH, ça va être backé par des T-bills. Globalement, ça va être backé par de la dette américaine, quoi. Enfin, des obligations américaines. Et qui est rémunéré avec les taux directeurs. Donc actuellement, ça va rapporter un peu plus de 4%. Par contre, la question, c'est quand il y aura les taux qui vont baisser,
ce qui est quelque chose que le marché price, de ce que je me souviens et de ce que je vois. En fait, ce rendement va baisser, en fait. Et plus les US vont baisser les taux directeurs, plus le rendement du SDH va baisser. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans un environnement où, en fait, les taux reviennent à zéro ou deviennent relativement faibles? Toutes ces choses-là, faudra le voir. On Mais verra. moi, de ce que j'ai vu, Native Market, ils utilisent 50% pour buyback du hype. Et enfin, je crois que c'est même distribué directement à la Stance Fund. Et 50% pour grow l'écosystème. Après, je pense qu'il y a plein de choses qui vont bouger encore. Là, le vote vient juste de se terminer, donc c'est encore tout neuf, quoi. Mais on va voir. J'ai vu, ouais, il y avait un MTD qui a vendu du hype à partir de cette décision. Honnêtement, je peux comprendre que ça le rende un petit peu bearish et qu'il a envie de prendre des TP. Après, enfin, HL reste super fort. Il y a énormément de choses qui arrivent sur HL qui sont extrêmement bullish, etc. Et après tout, c'est une gouvernance, donc c'est normal que genre chacun ait un avis et que ça puisse être un avis différent d'une autre qui est voté, quoi. Donc, dans tous les cas, en fait, ce qui aurait été mieux, enfin, je pense que j'aurais été Et plus de en temps. faveur. Moi, je pense que j'aurais été plus en faveur de Paxos au final, parce qu'en fait, même si tu réfléchis en termes de neutralité d'alignement, à la moindre connerie de Paxos ou d'un autre acteur, il se serait fait tège et la gouvernance aurait repris tout ça, quoi. Et ça aurait créé énormément de drama, ça aurait été quelque chose d'être. Enfin, d'un point de vue game theory, genre, ils ont aucun intérêt à faire des choses qui sont contre HL ou qui sont pas alignées, en fait. Donc c'est pour ça que même si t'as une team qui est native et qui suit l'ethos, pour autant, je pense pas que les gros acteurs auraient non plus fait de la merde. Et je pense que Paxos aurait mis des moyens considérables pour développer ça. Donc moi, je suis juste surpris de pas avoir plus de parts de marché et de vote jusqu'à maintenant pour Paxos, mais maintenant c'est fait, c'est fait. Et après, juste petite note pour finir, moi de ce que j'ai compris, y a pas mal de gens qui ont fait des proposals qui ont dit qu'ils allaient lancer dans tous les cas. Alors après, moi je pense honnêtement qu'il y a du bluff dans tout ça, dans le sens où, quand t'as la certitude que c'est toi qui as le ticker et que genre t'as la garantie d'avoir de l'attraction, évidemment tu vas mettre plein de ressources. Par contre, quand tu sais que quelqu'un d'autre a gagné le ticker et qu'il va falloir se battre avec, compliqué de mettre autant de ressources et de mettre autant de temps dedans, quoi. Donc je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait juste de la concurrence à l'USDH pour que et à Native Markets pour que en fait ça tire encore plus Native Markets et l'USDH vers le haut, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on va voir, parce qu'en fait, plus on aura de solutions qui sont bonnes et pertinentes, plus tout le monde va se tirer vers le haut et plus c'est quelque chose qui va améliorer Hyperliquid, quoi. Sur quoi on peut enchaîner, Léo? On enchaîne sur l'actu, on enchaîne sur Pump Fun, sur la T, pour les On choses peut enchaîner sur l'actu et notamment Pump Fun, je pense. Eh ben écoute, c'est parti, c'est parti. Et encore une fois, j'ai conscience que HL, c'est pas le centre du monde et de la Terre pour plein de gens et que ça peut vous saouler. Mais je pense qu'on peut le dire honnêtement, Capet, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu un vote de gouvernance qui avait autant d'intérêt et qui Ah a mais fait clairement, autant parler, quoi. Donc, enfin, au bout d'un moment, clairement. genre là, Puis le sujet est hyper important. c'est ça. Et je pense que le sujet va inspirer Solana aussi, pour être totalement transparent avec toi. C'est possible. Il y a moyen qu'à un moment donné, il se pose la question de faire quelque chose de natif à Solana. On prendra un moment aussi pour parler de Pit Network lors de cette émission. Je place juste ça. Demain, je pense, je vais tirer ce concours-là. Donc, c'est un concours avec 500 € à gagner qu'on fait avec Bitpanda, justement, sponsor cette émission. Vous avez juste à retweeter, liker, taguer un ami, lire le thread. On fait simplement le point sur les derniers pandas, à savoir le fait qu'ils sont en train d'enrichir leur écosystème. Un wallet qui est sorti avec un agrégateur de bridge et de chaînes où vous pouvez juste optimiser, parce qu'ils ont mis en place justement un protocole dédié à ça. Voilà, le fameux Vision Protocol. En 2026, ils vont lancer un Layer 2. Leur fameux token d'exchange, le Vision Token, qui va vous donner des accès prioritaires, notamment au Launchpad qui sortira en fin d'année, en plus de la gouvernance on-chain. Voilà, donc je vous explique tout ça dans ce thread. Et jusqu'à fin octobre, vous avez... Babe, can you cut the sound, please? Cut the sound, I am live. Excusez-moi. Donc, je disais bonus de 50 €. En gros, si vous n'avez pas encore créé de compte sur Bitpanda, eh bien, en passant par le lien qu'on va vous mettre dans le chat, eh bien, si vous faites un peu de volume de crypto-monnaie, donc je crois, voilà, 400 € de volume sur les 30 jours sur la plateforme Bitpanda et que vous gardez les fonds sur la plateforme Bitpanda, eh bien, on créditera votre compte de 50 € d'ici un mois. Voilà, donc c'est un gros bonus pour pousser les gens à utiliser la plateforme Bitpanda, donc plateforme qui vous permet d'acheter et vendre des crypto-monnaies, des actions, matières premières, actions, ETF, pardon, et j'en passe. Je continue, donc on va attaquer par cet instant sur PIT.
Donc, cette émission est également sponsorisée par Pete. Plus particulièrement, ce que je veux, c'est vous expliquer qu'est-ce qui se passe de nouveau sur Pete. Donc, rappel, qu'est-ce que c'est que Pete? C'est un oracle. On parle beaucoup, par exemple, de Chainlink, de plus en plus de Redstone aussi. Mais on a Pete qui a démarré sur la blockchain Solana et qui est devenu rapidement un oracle multi-chain. Donc, eux, en fait, leur particularité, c'est de s'intéresser plutôt aux performances, à la basse latence et venir choper les informations à la source. Vous avez pu voir, il y a un petit peu plus d'1 an qu'ils avaient lancé leur propre token avec justement de la gouvernance on-chain. Donc, comme beaucoup de projets, en fait, c'est resté principalement un token de gouvernance et comme pour ses concurrents, en général, c'est pas un business extrêmement lucratif, l'oracle. Donc, rappel de ce que c'est qu'un oracle. Un oracle, c'est tout simplement un produit qui va chercher des informations du monde réel et qui va fournir ces informations sur les blockchains. Quand on parle d'une crypto-monnaie, comme par exemple Ethereum ou Solana, si vous voulez, une crypto-monnaie, c'est un protocole où il y a de la donnée. Et il y a des données qui sont stockées au sein de cette blockchain. Donc ça, si vous voulez, on peut y avoir accès à tout instant. Par contre, quand les données sont sur Internet, elles sont en dehors de la blockchain, donc il faut pouvoir aller les récupérer. Par exemple, quel est le prix à cet instant précis de l'Ether, de Bitcoin, la température dans tel ou tel pays, etc. Et du coup, pour pouvoir avoir à ces prix le plus rapidement possible et de manière la plus précise possible, on a besoin d'oracles. Donc le principe des oracles, ça a été théorisé par Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, il y a fort longtemps. Chainlink a été un des premiers et Pete est arrivé beaucoup plus tard, mais l'avantage de Pete, c'est qu'ils sont capables de fournir des prix un peu plus précis et surtout, ils bossent avec énormément de monde, avec des temps de réponse extrêmement bas et ça, c'est hyper important parce que quand vous devez proposer par exemple des prix pour des exchanges décentralisés ou des protocoles DeFi, vous pouvez pas vous amuser à proposer des prix avec une latence par exemple de 2, 3, 4 secondes parce que le souci, c'est que potentiellement, le prix il va vachement bouger en l'espace de quelques dizaines de millisecondes. Et du coup, ça peut créer des cascades de liquidation, ça peut créer des manipulations, etc. Et c'est là où Pete est très très fort. Comme je vous ai dit, du coup, Pete, jusqu'à présent, c'est un protocole qui est multi-chain. Donc ça, vous pouvez le voir directement sur la plateforme Pete. Quand vous allez sur le site, vous descendez un petit peu et vous pouvez voir du coup le price feed, les publishers, les blockchains, etc. Donc les price feeds, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est les prix en fonction des types d'actifs. Donc vous pouvez trier par classe d'actifs, par exemple. Vous avez les prix de crypto, d'actifs du monde réel comme les métaux précieux, les autres devises comme, je sais pas moi, le dollar canadien, vous avez même la accès livre sur sterling, TradingView etc. d'ailleurs, de mémoire. Et vous y avez Moi, accès sur j'utilise TradingView pas mal Pete sur TradingView parce qu'en fait, ils ont de la donnée qui est très complète. Il y a quelqu'un qui parle de Redstone, qui sont plus spécialisés DeFi, Real World Asset. Bah, t'as beaucoup Chainlink et Pith, et à côté de ça, t'as des Redstone, etc. Moi, de ce que j'ai pu voir, en fait, c'est surtout que Pith est disponible sur énormément de chaînes et même Ouais. ils ont des données C'est qu'ils violent. récupèrent pour des choses qui ne sont pas forcément uniquement liées à la crypto. Et du coup, ça rend le truc super intéressant à utiliser, en fait, tout simplement. C'est ce dont on va parler justement, c'est que ils ont commencé sur Solana, ensuite ils ont commencé à s'étendre sur d'autres blockchains ultra rapides comme Sui, Aptos, Avalanche et j'en passe. Aujourd'hui, on a plus de 100 blockchains différentes qui sont intégrées. Au-delà des blockchains, voilà, ils ont plein de partenaires de publishers qui vont leur aider à fournir des données, donc des exchanges centralisés, des fonds, etc. Donc beaucoup de clients. Et en fait, progressivement, là, ils sont en train de s'étendre au-delà de la blockchain pour aller attaquer le marché de la donnée. C'est pour ça qu'on parle de pivot institutionnel, de distribution de la donnée. Donc, vous avez compris l'introduction, c'est un oracle. Leur boulot, c'est de trouver une information comme un prix, une température, voilà, une information, et de fournir cette information de façon précise, sans corruption, avec la latence la plus basse possible. Donc par défaut, ils ont un produit qui s'appelle, je crois, Pitcore, qui permet d'avoir accès à l'information avec une latence de 400 millisecondes, donc 0,4 secondes. Et dans le cadre du trading haute fréquence, ils ont aussi Pit Laser qui permet d'avoir l'information toutes les 1 milliseconde environ. Donc là, ça permet vraiment d'être sur une information vraiment en temps réel. Et donc leur objectif maintenant, ça va être de proposer justement des prix sur beaucoup plus de classes d'actifs. Donc pour ça, ça va passer par de la gouvernance et des contributeurs différents. Le problème, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les acteurs qui ont accès à ces données, très souvent, ils passent par des acteurs, on va dire, centralisés de la finance traditionnelle. Je pense notamment à Bloomberg ou Refinitiv. Alors, je connais moins Refinitiv, mais je connais bien Bloomberg. Bloomberg, ils sont branchés à tout. Ils ont un média et au-delà de ça, ils ont un terminal qui fournit des informations sur la finance. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent ces terminaux à des prix très, 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 très chers
Voilà, c'est une information qui est très très chère. Et surtout, souvent, pour avoir accès aux informations, vous pouvez pas les acheter au cas par cas, ces informations, vous devez acheter des packs. Donc du coup, ça fait que déjà, il y a une grosse barrière à l'entrée. Eux, ils veulent vouloir casser cette barrière à l'entrée en venant proposer une offre concurrente à Bloomberg, Refinitiv, etc., avec des systèmes d'abonnement ou des paiements à la consommation pour les entreprises. Donc, leur objectif, tout simplement, c'est de proposer, je scrolle un petit peu, beaucoup plus de symboles. Voilà, donc là, on a une comparaison justement avec les tickers sur les exchanges ou bien le Nasdaq, etc. Donc, on peut voir déjà qu'ils sont quand même relativement compétitifs par rapport à certains exchanges. Et leur objectif, à terme, avec leurs contributeurs, c'est d'être vraiment la source d'information ultime pour toutes sortes de prix, pour toutes sortes d'actifs. Donc, d'aller au-delà de la crypto et de vouloir aussi toucher les acteurs institutionnels. Donc, en gros, ils vont essayer de pousser des systèmes d'abonnement et ils vont essayer justement de générer des revenus parce qu'on parle quand même d'un marché qui est de l'ordre de 50 milliards de dollars par an. Et ils se disent qu'en fait, s'ils arrivent à capturer au moins 1% de ce marché ou, je sais pas moi, 10% par exemple, bah, si tu commences à faire des centaines de millions de dollars en capturant ces données, bah, ces revenus-là, ils peuvent servir à plein de trucs. Et là, on vient rentrer justement sur le narratif du moment, c'est-à-dire les buybacks, les revenus, etc. Donc tout ça, c'est bien entendu soumis à gouvernance. Donc, on va en savoir plus bientôt. Mais comme expliqué ici, en fait, ces revenus reviennent dans la DAO et peuvent être redistribués sous forme d'incitation, de buyback, de partage, etc. Excuse-moi, Léo. Ouais, en fait, je voulais juste compléter sur le fait que, en fait, c'est des boîtes qui ont une valeur qui est ultra importante en crypto parce que tout le monde se base sur eux, mais ils ont du mal à monétiser leur business, en fait. Je pense que c'est l'observation, c'est que, en vrai, tout le monde utilise Pyth, beaucoup de gens utilisent aussi Chainlink, beaucoup de gens utilisent Redstone. En fait, c'est des business qui ont du mal à se valoriser aussi parfois. Donc c'est assez étrange, tu vois, d'avoir une position qui est aussi clé dans l'écosystème et des fois d'avoir un petit peu de mal à se monétiser. Mais clairement, je pense que les oracles, c'est pas la narrative sur laquelle je me concentre le plus, mais c'est évident que sans eux, on peut absolument, on peut pas faire grand chose en DeFi d'intéressant, quoi. C'est ça. Et donc, tu vois, qu'on se le dise un instant T, le token, c'est un token de gouvernance qui sert aussi à redistribuer pour les gens qui font du staking, qui font de la gouvernance, et un tout petit peu un token utilitaire pour ceux qui utilisent le service. Je crois, Léo, que toi, tu connaissais un petit peu le business. En gros, ça va coûter à une entreprise, je sais pas moi, quelques centaines, quelques milliers de dollars à l'année, mais tout au plus. Donc, même s'ils ont quelques dizaines ou centaines de clients, c'est pas avec ça qu'ils vont encaisser des millions et des millions. Et c'est pour ça qu'ils veulent justement aller chez des acteurs institutionnels qui sont prêts à payer très cher pour avoir ces données parce qu'ils se sentent capables de fournir justement des données de manière précise et rapide, en plus d'avoir déjà une position sur le marché. Et en plus de ça aussi, comme ils ont des partenaires comme des exchanges centralisés, eh ben, ça peut leur permettre à ces exchanges centralisés de justement avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Puisqu'aujourd'hui, ces exchanges qui ont accès à je ne sais combien de paires de crypto-monnaies ne monétisent pas vraiment l'accès au prix en temps réel. Ils ont des API, mais quand tu fais des calls API, voilà, tu ne monétises pas vraiment. Donc, ça permet d'avoir vraiment des nouveaux leviers de monétisation pour ces exchanges, pour ces protocoles DeFi, etc. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est ça. C'est déjà, dans un premier temps, générer des revenus avec des systèmes d'abonnement, paiement à la consommation, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'être vraiment le price layer, d'être le protocole ultime pour fournir des données à absolument n'importe qui, soit la finance traditionnelle, la finance centralisée ou la finance décentralisée. Et le but, ça va être d'essayer de proposer des incitations au niveau du token parce que s'il commence à brasser, ça part dans les caisses de la DAO et le but, ce serait, donc idéalement, bien sûr, je parle pas en leur nom, mais le but, ce serait que potentiellement, il y ait du buyback de tokens ou qu'il y ait des redistributions pour des acteurs clés et que ce ne soit plus aux yeux du monde et dans les faits, en réalité, un simple jeton de gouvernance et un token qui se crée de l'utilité. Et ça, on va le voir avec le temps, tout simplement. De toute façon, ce dont je parle, c'est la narrative revenu. Tout le monde se dirige vers le fait de capturer un maximum de revenus et idéalement de faire en sorte que ce revenu tombe dans le token, en fait, d'une certaine manière, parce que sinon, c'est très compliqué. Enfin, je pense que les jetons de gouvernance, les gens en ont un peu marre, en fait, honnêtement, parce que en fait, on a de plus en plus de choses qui capturent de la valeur. Et en fait, plus tu as de projets qui buyback ou partagent leurs revenus, plus c'est difficile d'exister en tant que simple jeton de gouvernance, en fait. Parce que les jetons de gouvernance, c'était un peu la narrative, c'était un peu factuellement ce que tout le monde faisait il y a quelques années. Et maintenant, ça se dirige de plus en plus avec les buybacks. On le voit notamment avec AV, avec HL, avec Pump Fun.
Enfin, on voit de plus en plus d'acteurs le faire, et derrière, on a vu que ça a profité à chacun d'entre eux, quoi. En fait, c'est ça, c'est que ces jetons de gouvernance, ça sert surtout à mettre bien les fondations qui créent les projets pour avoir de la caillasse, pour pouvoir dépenser dans les développements, mais ça ne profite pas vraiment à la communauté. Donc là, le but, c'est que la communauté, elle puisse profiter de tout ça. Vraiment. Bah, c'est surtout d'éviter de se retrouver dans un spot où tu as un token de gouvernance qui sert pas à grand chose et qui finit par se faire dump pour pouvoir alimenter de la croissance. Donc au final, tu as un truc qui te permet juste de voter et qui se fait dump. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Je pense que plus les protocoles bougeront vers un partage des revenus ou des buybacks, mieux ils se porteront, hein, tout simplement. C'est ce qu'on a pu voir dernièrement en tout cas. Voilà. Donc, encore une fois, cette partie, elle est faite en partenariat avec Pete. C'est le Media Coin Academy qui est sponsorisé pour vous faire une petite couverture. Donc, on l'a fait au travers d'un thread sur Twitter, au travers ce live, et ce sera également le cas au travers de la rediffusion qui sera disponible sur la chaîne de Coin Academy. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et on va pouvoir continuer sur l'actualité maintenant. Donc, comme je vous ai dit, on a quand même une semaine où ça a beaucoup bougé. Donc, ça va être l'occasion de faire le point. Donc déjà, on a BlackRock qui, en grand prince, veut tokeniser les ETF, c'est-à-dire que d'abord, ils ont permis aux boomers d'acheter nos bitcoins et nos Ethers, et maintenant, ils vont nous permettre de faire de la DeFi et potentiellement des boucles avec ces ETF. Donc, pour le moment, c'est en projet. Ça va nécessiter des nouveautés au niveau de la réglementation, parce que visiblement, c'est pas encore prêt. Mais je pense que si c'est poussé par BlackRock, hein, c'est comme pour les ETF, c'est juste une question de temps. Donc, voilà, la finance centralisée, traditionnelle, embrasse la blockchain et inversement. Donc, le marché est en train de gagner en maturité. Ensuite, toujours dans ce côté réglementation, c'est Tether qui va lancer un nouveau stablecoin. Donc, au lieu de devoir changer complètement sa façon de fonctionner avec son USDT, ils ont choisi tout simplement de garder l'USDT dans la configuration actuelle, qui n'est pas vraiment compliant avec, par exemple, le MiCA ou le Genius Act, et de proposer un nouveau stablecoin qui s'appelle l'USAT, qui sera un stablecoin fait pour les États-Unis. Donc, pour le moment, c'est en projet, mais ça sortira bientôt. On n'a pas plus d'informations que ça sur en quelle quantité, etc. Mais je pense que simplement, on va avoir quelques centaines de millions, voire quelques milliards de dollars de capitalisation, et ça va se retrouver sur les bourses dédiées aux Américains, comme Binance US par exemple, ou Coinbase US. Le big deal, c'est Voilà. surtout que déjà de 1, c'est Tether, et de 2, c'est justement l'ex-responsable crypto de la Maison Blanche qui sera le PDG de ce truc-là. Donc globalement, c'est-à-dire que le cartel est sécurisé. Tout à fait. Et toujours dans cette histoire de réglementation, on en a parlé en introduction, mais c'est important de le répéter. Donc le Genius Act, qui est en fait une réglementation dédiée au stablecoin qui a été votée récemment aux États-Unis, va très probablement évoluer. Donc dans le but de renforcer un petit peu, de renforcer la sécurité pour les utilisateurs. En gros, ils vont vouloir renforcer les audits auprès des PDG et directeurs financiers de ces émetteurs de stablecoin pour les forcer à passer par des cabinets pour pouvoir vérifier les données par rapport à ces stablecoins, pour pas qu'il y ait un trou, par exemple, je sais pas, je vous mets en situation. Tu crées un stablecoin, donc on va te demander de la documentation, tu fournis cette documentation, donc tu fais les choses proprement, ça passe, t'es validé, tu émets ton stablecoin, et après c'est backdate, tu fais plus d'efforts, ça peut très mal finir. Donc là, l'idée, c'est d'avoir continuellement des audits pour éviter que ça parte en cacahuète. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose en réalité. Ensuite, garantie pour les particuliers, c'est simplement des garanties comme quoi les stablecoins sont protégés pour éviter les piratages. Donc ça, c'est du bon sens. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt exclusion des acteurs non financiers. Je vais le mettre en surbrillance carrément. Donc là, l'idée, ce serait tout simplement de dire, comme pour la monnaie électronique, tu ne pourras pas émettre de stablecoin si tu n'es pas justement un acteur du secteur bancaire ou financier, donc que tu possèdes une licence. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais par exemple, en Europe, vous avez la licence bancaire qui est extrêmement compliquée à obtenir et vous avez la licence d'établissement de monnaie électronique. Donc, en général, pour obtenir ce genre de licence, déjà, ça va vous coûter au moins 300 000 balles pour pouvoir tout mettre en place. Et en plus de ça, vous devez aussi cantonner les fonds, c'est-à-dire que quand vos utilisateurs vont faire des dépôts en euros en banque pour pouvoir avoir des euros électroniques, par exemple chez un Revolut, un N26, etc., vous pouvez pas faire joujou avec cet argent. Vous pouvez prendre des micro-commissions sur vos services, mais vous pouvez pas utiliser les fonds des clients pour les faire travailler et vous générer un revenu. C'est totalement interdit. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et aussi, comme ça, si jamais votre boîte elle fait faillite, c'est pas grave. Comme les fonds ont été cantonnés dans des banques ex-prêt, on peut redonner les fonds aux gens très rapidement sans subir une faillite qui va durer des années et des années. Voilà. Donc, c'est bien d'un côté et d'un autre côté, ça va être un frein pour l'innovation pour moi.
Moi, j'ai surtout hâte qu'il y ait des acteurs comme BlackRock et tout qui se positionnent, parce que je pense que ça va permettre d'élever un petit peu les standards aussi qu'on a pu voir sur toutes ces choses-là. On a vu que cette semaine, ils avaient annoncé qu'ils voulaient tokeniser des ETF. Je vois pas pourquoi ils joueraient pas un rôle plus important que ça sur les stablecoins. Après, c'est peut-être une question politique et de régulation, je sais pas, mais moi personnellement, je m'attends à ce que BlackRock prenne bien plus d'importance dans l'écosystème sur les stablecoins, sur les T-bills donc qui sont extrêmement liés, mais surtout sur tokenisation des ETF et surtout tokenisation des stocks et des perps, enfin des stocks indices pour les avoir en spot et en perp en crypto. Pour moi, c'est la suite logique des choses et ça fait partie des trucs sur lesquels je me concentre le plus en termes d'attention, parce que j'ai du mal à voir ce qu'il y a le plus d'intéressant en ce moment que d'avoir des stocks et indices on-chain, des ETF, et de pouvoir les trader notamment via les HIP3 de Hyperliquid, quoi. Enfin, pour moi, c'est les trucs les plus intéressants, et même Ondo, pour moi, ont sorti quelque chose d'intéressant. Alors, c'est en train de, ça monte doucement, mais sûrement, mais en fait, je pense que ce que vous rendez pas compte actuellement par rapport à Ondo et à Ondo Global Markets, là, dans le chat, c'est que, en fait, Ondo Global Markets va choper la liquidité directement en TradFi. Et ça résout un peu le problème de, oui, il y a des stocks qui sont tokenisés, mais on n'a pas de liquidité. Mais en fait, lorsque tu veux minter ton tokenized stocks, en fait, eux, ils vont piocher dans la liquidité des marchés traditionnels. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux mint ou redeem des actions tokenisées, globalement, de ma compréhension, tu dois KYC, KYB, et ensuite, ça va piocher dans la liquidité de TradFi. Mais une fois que c'est fait, globalement, le jeton peut s'échanger assez librement. En fait, moi, c'est ce que j'en ai compris actuellement. Après, si vous avez d'autres infos dans le chat, je suis très chaud de voir ça. En fait, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est que on commence vraiment à avoir des produits qui génèrent des revenus avec un vrai sous-jacent, un vrai quelque chose. On ne fait pas joujou avec de la monnaie magique dans tous les sens. Il commence à y avoir du vrai revenu. Et en plus de ça, avec cette méta des revenus, on commence à se dire, ok, on va utiliser ces revenus pour buy back des jetons. Donc petit à petit, on commence à avoir des projets qui arrivent comme des entreprises à survivre. Et ça donne une crédibilité qui est absolument dingue à notre marché. Moi, je ne vais pas vous mentir, pendant là, un bon moment, j'étais complètement dépassé par ce qui se passe sur le marché, parce que d'un côté, j'étais en mode putain, avant, c'était facile, maintenant, c'est beaucoup plus difficile, et j'avais le sentiment que ça n'avait pas trop de sens avec tous ces meme coins, etc. Mais depuis que Hyperliquid a ouvert la voie justement à cette logique de buyback, et maintenant on a Pump Fun et on va en avoir beaucoup d'autres, tu auras juste en fait à te concentrer sur des boîtes qui sont au-delà du mindshare, au-delà de la hype, qui sont simplement capables de faire du fric et d'utiliser ce fric pour buyback un token. Et à partir de là, tu vas pouvoir faire venir des acteurs institutionnels ou des gens qui veulent s'y intéresser. C'est surtout qu'au final, les gens ne réalisent... Enfin, Ondo Global Markets, c'est une étape. Il y a Coinbase qui s'est positionné, il y a Robinhood qui s'est positionné, il y a Ethena qui ont tweeté que même s'ils se retiraient de la provision USDH, ils voulaient toujours faire ce dont ils avaient parlé, et notamment pouvoir trader les equities en perps directement. Et en fait, même Unit, on voit qu'ils font des choses sur le testnet, etc. Moi, je suis extrêmement bullish HL, notamment par les HIP3. Et les HIP3, c'est quoi? C'est le fait que n'importe qui, entre grands guillemets, puisse lancer son DEX en utilisant l'infrastructure de Hyperliquid. Et notamment de pouvoir lancer des produits dérivés sur des choses qui sont même en dehors de la crypto. Donc Unit fait des tests sur le testnet. On a vu qu'Ethena veulent aussi le faire, avec Ethena qui crée un DEX qui s'appelle Hyena, Hyena. Les gars, si vous ne comprenez pas que ça va être les plus gros trucs à venir, je sais pas ce que je peux faire d'autre. Honnêtement, pour moi, en fait, la TradFi et la crypto sont en train de plus ou moins fusionner progressivement. On l'a vu dernièrement avec tout ce qui s'est passé d'un point de vue régulation. On le voit aussi avec la tokenisation des actifs, et tout ce qui va être tokenisé va être tradable à la fois en spot et en perp. Et ça va être un énorme vecteur de source de revenus, je pense, pour HL et pour tous les gens qui en tireront avantage. Et même BlackRock qui disent qu'ils veulent tokeniser leurs ETF. Les gars, il y a quoi de plus intéressant en crypto que ça en ce moment? Une folie. Même le système de buyback, de valorisation des boîtes et des tokens, c'est en train de bouger, ils sont en train de s'inspirer de la TradFi. On a vu que le principal des flux d'argent qui est rentré dans l'écosystème, ça se faisait beaucoup au travers des ETF. Les gars,
TradFi et crypto, c'est en train de fusionner et c'est cette fusion qui va laisser place à des nouveaux produits, à des nouveaux services qui vont être les prochaines narratives en gros. Donc Ça, t'en reparleras pendant la je pense, mais on a des beaux inflows sur les ETF. On commence à avoir des réserves stratégiques sur Ethereum, sur Solana. Et tout ça, on peut le traquer. C'est-à-dire que tout n'est pas transparent. On reste en crypto, il y a toujours des zones d'ombre. Mais plus ça va et plus c'est hyper transparent. Donc, on a juste à un bon boomer à regarder les revenus, comment ça rentre, comment ça sort, comment c'est dépensé, se projeter. Et potentiellement, on n'est plus dans un énorme casino. On n'a pas que un énorme casino. En fait, c'est plutôt que on va enfin avoir des tokens qui ont des valeurs intrinsèques, quoi. Enfin, tout à fait. Intrinsèque, je veux dire par là revenu, parce que au final, Bitcoin a une valeur intrinsèque de par le minage, de par sa provision de valeur, etc. Mais là, ça se matérialise beaucoup plus au travers de buyback et de revenus. Et honnêtement, en fait, on arrive à un point en crypto où on a juste tout vu. Genre, on a vu des meme coins, on a vu des trucs de merde, on a vu des tokens de gouvernance qui servent pas vraiment à grand chose, etc. Et là, on se dirige vers un monde où on va avoir des applications qui sont davantage utiles et les revenus qui vont au final toucher aussi le retail. Parce que en fait, on a l'impression que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de VC qui s'enrichissaient et beaucoup les teams, parce qu'au final, garder les revenus, elles pouvaient pas les partager à cause de la régulation, etc. Mais là, on voit très bien que les choses sont en train de bouger. On a vu même sur Uniswap, ça a bougé. Sur AAV, ils font aussi des buybacks. Enfin, tout le monde se met à faire des buybacks parce qu'au final, tout le monde veut que son token ait une valeur sous-jacente et pas que ce soit juste du mindshare et AAV, c'est cool en ce moment. Donc voilà, ça pump. Non, genre l'objectif c'est que en fait il y a une valeur intrinsèque au travers des revenus qui se déversent via des buybacks et que les gens puissent en profiter. Après, est-ce que le buyback c'est finalement genre la solution ultime? C'est la solution qui est pas préconisée, mais qui est la plus utilisée en ce moment sur les trucs qui marchent plutôt bien. Mais peut-être qu'on verra juste du revenu sharing. En fait, le problème du revenu sharing, c'est que en fait tu peux extract dans le sens où tu peux acheter un asset spot, shorter l'équivalent sur les dérivés et juste prendre le yield sous-jacent du revenu sharing. En fait, c'est un peu ce qu'on voyait sur DYDX. Et donc, en fait, genre, le problème, c'est que, genre, est-ce que ça bénéficie vraiment au token? Ça lui donne un plancher, mais t'as beaucoup plus d'acteurs qui essayent de se positionner pour avoir une approche un peu delta neutrale et juste, extract, en fait, ces revenus-là qui, au final, ne reviennent plus dans l'écosystème. Mais moi, j'adore le buyback. J'adore le buyback parce qu'en fait, c'est un peu comme une taxe. Enfin, c'est pas une taxe. T'as un projet qui va prendre des frais, et ces frais vont servir à buyback. Donc c'est un peu comme un gouvernant qui prend une taxe et qui redistribue, sauf que là, pour le coup, ça redistribue en rachetant le token. Donc s'il y a du succès, il y a du rachat. Donc s'il y a du succès, le prix devrait pouvoir remonter. Le problème, c'est que cet argent-là, il n'est pas très utile. Tu vois, on peut faire la remarque par rapport à HL. Ils ont, je crois, ils ont pour plus d'1 milliard de dollars de hype dans les Systems Fund, quelque chose comme ça. Mais au final, c'est de l'argent, truc grand guillemets, qui dort, tu vois, et on ne sait pas vraiment comment il va être utilisé, on sait pas, le problème, c'est que c'est de l'argent qui n'est pas utilisé pour développer l'écosystème. Le fait de buyback le jeton, ça peut le faire monter, du coup, ça peut revaloriser tous les projets, l'écosystème, et à quel point ils peuvent lever, ça a plein d'implications qui sont positives, mais c'est aussi de l'argent qui... Oui. Tu vois ce que en fait, je vois très bien ce que tu dis. En fait, c'est un équilibre. En fait, le système parfait, c'est qu'il faut un équilibre entre une trésorerie en jetons et un jeton qui a un prix qui se maintient. Parce que voilà, si ton jeton il est à 0, tu peux avoir 1 milliard de jetons. S'il vaut 0, ça vaut 0. Donc ça crée une pression acheteuse constante, en plus d'envoyer un message de pression acheteuse. Et voilà. Et tout ce qu'il faut, c'est qu'après, ils aient toujours dans la fondation, en trésorerie, suffisamment d'argent. Tu sais, c'est comme la fondation Ethereum. Ils ont une partie du supply depuis le début. Et en fait, comme le prix de l'Ether, il fait que monter, ils ont toujours de l'argent en trésor, en fait. Tout simplement. En fait, si tu regardes des Apple, ils font un mélange de tout, quoi. C'est-à-dire qu'ils font du buyback, mais ils font du buyback avec les excédents de cash qu'ils ont. Et à côté de ça, ils ont beaucoup d'argent pour payer leurs employés, pour faire de la R&D, pour faire de l'innovation, lancer des nouveaux produits, etc. Tu vois. Donc c'est un mélange de tout, quoi. Donc je sais pas à quel point, on verra à quel point les cryptos c'est quelque chose de différent et à quel point... En fait, le problème, c'est que quand t'as un projet qui fait 100% buyback, vs un projet qui fait 50% buyback, 50% pour développer l'écosystème, faut que l'argent qu'utilisé pour développer l'écosystème soit vraiment bien utilisé pour que les gens s'y retrouvent, parce que en fait le problème souvent c'est qu'on a un peu l'impression que les fondations font n'importe quoi avec les sous qu'on leur donne, quoi.
Un peu comme Bah avec ouais. l'État, quoi. Bah ouais, c'est logique. Bah disons que les fondations, elles se disent, on va pas. Quel est l'intérêt de brûler du cash? Enfin, ils en brûlent un petit peu pour se faire plaisir, mais tu vois, quand tu vas dans DeFi Llama Treasuries, tu vois que tu as des projets qui sont là depuis le tout début. Je pense à Golem, tu vois, Golem qui est du decentralized computing. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Golem, Léo? Non, tu vois, alors qu'ils sont là depuis Oui, j'en 2017. ai entendu Et c'est parler juste de Golem, mais Ouais, mais vite fait, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait, ils ont levé en BTC ou en Ether il y a je sais pas combien de temps, et que depuis, bah, ils sont en mode, bah, l'Ether, il prend en valorisation, et nous, on n'a pas 1000 employés, donc on va pas dépenser plus de 1 ou 2 millions par an. Donc, voilà, ils se retrouvent sur un tas d'or, comme c'est le cas de Tezos, comme c'est le cas de plein de projets en ouais, réalité. mais ils pourraient l'utiliser pour lend dans des projets de leur écosystème. Tu vois, genre c'est le genre de truc. En fait, tu pourrais injecter de la liquidité dans ton propre écosystème. Après, forcément, t'es biaisé en faisant ça. Est-ce que c'est totalement décentralisé? Qu'est-ce qui se passe si les protocoles se font péter? Tous ces trucs-là. Mais je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se passera. Je sais pas. Enfin, il y a un truc qui est passé assez inaperçu à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié. Mais HL à un moment a dit que ils utiliseraient l'Assistance Fund pour buy back des jetons spot de l'écosystème HL. Hein. Ça, à un moment, ça avait Ok. été tweeté. Au final, il l'avait jamais fait. Parce que je pense qu'il y avait genre juste aucun token spot assez intéressant pour en racheter. Mais sachez que c'est un truc dont ils ont parlé, je crois, il y a les 8 mois, un an, un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas que ce truc-là nous repète à la gueule, entre guillemets. Pour parler un petit peu de Pump Fund, du coup, comme je vous le disais, on va avoir un airdrop tôt ou tard. On sait juste pas quand, mais tout le monde l'attend. Donc, c'est un petit peu comme Hyperliquid. Tu as aussi ce côté, il faut absolument que j'utilise le projet parce que potentiellement, je vais croquer de l'airdrop. Donc, j'imagine que ça va taper dans les 24% pour Community Ecosystem Initiative. Et vous avez également 3% pour les streamers. Bah, en ce moment, il y a ce délire. Alors, je vais pas vous montrer la plateforme Pump Fund Live parce qu'il y a une petite probabilité qu'il y en a un qui monte sa ZZ ou qu'on voit une paire de seins et c'est un coup à faire sauter le stream sur Twitch. Mais en gros, voilà, il y a pas mal de monde qui stream et en fait, quand vous streamez sur Pump Fund, vous devez obligatoirement lancer un token. Et vous pouvez lancer un token entièrement gratuitement si vous ne possédez pas du supply. Si vous voulez racheter du supply, il faut dépenser des fonds. Mais si vous n'achetez pas de supply, il n'y a même pas besoin de dépenser d'argent. Et donc, en ce moment, ce qui se passe, c'est que tu as des streamer tokens. Donc, c'est des tokens qui sont reliés à des gens qui ont streamé. Et tu as des dashboards qui permettent de savoir l'ancienneté du token, combien de holders, le peak de viewers, etc. Et comme je le disais plus tôt dans l'émission, tu as par exemple le projet Streamer, qui est un projet où en fait 100% des frais de transaction qui sont captés par la chaîne servent à arroser des petits streamers sur Twitch, etc., pour leur donner envie de venir streamer sur PumpFun. Donc voilà, il y a des petites initiatives comme ça. Il y a un dashboard qui est disponible sur Stalkchain où vous pouvez voir un petit peu tous les projets. Et pour le moment, ceux qui ont le vent en poupe, c'est Takobu, Bagwork et Streamer. Alors évidemment, c'est des tokens. On connaît, hein, c'est un peu comme les NFT, les agents IA. La quasi-totalité va partir à la cave d'ici quelques jours ou quelques semaines. J'ai envie de dire, évidemment. Voilà. Donc, si jamais vous trouvez le concept intéressant, ces altcoins-là, si jamais ça vous tente de rentrer, mettez vraiment des miettes dessus parce que la probabilité que ça aille à zéro, elle est énorme. Par contre, si vous voulez des bêta plays pour profiter justement du succès de Pump Fund, bah, vous avez le token Pump, même si en ce moment, bon, il a vachement pumpé, donc c'est pas le meilleur moment pour rentrer. Mais vous avez aussi le Solana, parce qu'aujourd'hui, c'est principalement l'écosystème Solana qui profite de succès du Pump en réalité. Et ça se ressent au niveau du prix. Ils en profitent tellement qu'ils vendent tous les sols qu'ils récupèrent à PumpFun. Ouais, ils vendent les sols qu'ils récupèrent, mais derrière, t'as des gens qui utilisent Sol toute la journée pour utiliser PumpFun. Oui, bien sûr. C'est juste que, enfin, je sais pas à quel point ils sont sol align, quoi. Et puis Sol fait du revenu on-chain principalement grâce à PumpFun, je pense. Parce que c'est pas l'écosystème DeFi de Solana qui le fait. Bah, sans PumpFun, Solana serait un peu triste en ce moment, je pense. Clairement. Mais il y a PumpFun et tant mieux pour eux. Voilà pour PumpFun, du coup. Plus de 6,5% du supply qui a déjà été buyback et ils ont encore apparemment 2 milliards de dollars en trésorerie pour en faire ce qu'ils en veulent. Pas que du buyback, hein, aussi pour arroser les créateurs, etc. Mais en gros, ils ont limite plus de fric qu'Hyperliquid avec une capitalisation beaucoup moindre. Donc ça va être intéressant à surveiller. Voilà. Il y avait un truc, ils avaient plus d'1 milliard de trésorerie et tout. Parce qu'en fait, ils ont fait les levées, ils ont accumulé Bah l'argent. si, c'est ça, mais comme là, du coup, le pump, le jeton, il a augmenté à mort, bah en fait, ils ont encore plus. Ils doivent être à 2 milliards maintenant. Mais ils ont racheté une grosse partie du circulating supply, je crois. Putain, 35% aujourd'hui, là, dingue. Je te dis, leur délire de streaming, là, ça a fait un carton plein.
Ils ont une app mobile, ils ont la plateforme de live. Ouais, En fait, t'as après, plein de normies. il faut doser, tu vois. Si ça dure 3 mois comme ça, genre là, on en parle. Et de toute façon, genre, évidemment qu'il faut prendre des risques en investissement. Enfin, Bah, prendre c'est des risques, on ça. s'entend. Moi, j'en ai pas, mais dans tous les cas, il faut anticiper les choses. Parce qu'en fait, quand on te donne ce que tu veux, genre, c'est déjà trop tard. Le truc, c'est déjà apprécié. Mais je sais pas. Je sais pas en fait à quel point genre Bah, c'est un truc qui va retomber si le mindshare retombe et tous ces trucs là. Mais après oui, dans tous les cas, ils ont beaucoup d'argent pour faire des choses intéressantes avec, tu vois. ils ont du pognon, ils buy back, et pour le moment, c'est là où ça se passe, quoi. C'est là où tu trades des meme coins, c'est là où il y a l'activité. Donc, c'est clair que c'est pas le meilleur moment pour rentrer, pour optimiser son entrée, évidemment. Par contre, dire que là, il y a un top, là, je sais pas. Franchement, vu comment ça se passe, bonne chance aux shorters. Voilà pour PompFun. Ensuite, pour parler rapidement de réserve stratégique en Solana, donc on en a parlé dans les émissions précédentes, il n'y a quasiment pas d'ETF sur Solana. Par contre, il y a de plus en plus de réserves stratégiques qui se font, notamment avec la réserve de Jump, Galaxy Digital et Multicoin Capital. Donc petit à petit, ça continue de racheter du Solana et on a déjà 2% du supply qui a été racheté et ça va ne faire que augmenter. Donc le Solana qui nous fait une performance très sympa cette semaine, hein. 33% cette semaine, c'est cool. On a le Doge aussi qui a bien pumpé, notamment parce qu'il y a un ETF qui est sorti, et aussi parce que c'est un peu un indicateur de à quel point les gens ont envie de faire des bêtises sur les marchés. Donc je sais qu'à un moment donné, tu étais rentré, tu n'avais pas aimé comment ça se comportait et tu étais ressorti. Tu nous feras le point après sur la T pour Doge. Voilà, l'USDH, on en a parlé. Très rapidement aussi, on a le narratif des cartes Pokémon tokenisées qui a pas mal marché. Alors on en avait parlé il y a 2 semaines. Ça date pas d'aujourd'hui, mais en fait, c'est un peu un bêta-play des Real World Assets. En gros, il y a quelques protocoles qui permettent d'acheter des cartes Pokémon tokenisées. On sait que les cartes Pokémon, ça fonctionne extrêmement bien, beaucoup plus que les NFT, évidemment. Le problème, et je l'ai pas inventé, je reprends les mots de Petit Prince et il a totalement raison, c'est que le marché des cartes Pokémon tokenisées aura un plafond de verre très rapidement parce qu'en fait, t'as pas 10 milliards de cartes Pokémon à tokeniser. Et qu'à un moment donné, quand tout le monde va s'y mettre, bon, ça risque de perdre en intérêt très très rapidement. Mais en tout cas, c'est assez violent parce que ils ont fait pas mal de revenus récemment. Crypto Collector, tu as revenu sur 7 jours, ils ont pris quand même 2,57 millions, hein. Et le ticker, c'est Cards. Cards, ils s'en sortent bien. Voilà, et puis après, très rapidement, parce que sinon, ça va faire une émission trop longue, on va pas parler de tout. Mais simplement, on a Egri qui a sorti une vidéo sur le protocole Boros et sur la crypto-monnaie Pendle sur la chaîne de Coin Academy. Franchement, la vidéo, elle est superbe. Il vous explique exactement comment fonctionne Pendle, le fait de détacher en fait le yield de quelque chose et son prix. Et il vous parle également de justement la même chose sur les fundings avec le protocole Boros. Alors, je l'ai très mal expliqué, mais en gros, pourquoi j'ai Je peux trouvé la expliquer vidéo si tu veux. superbe. Je peux expliquer juste pourquoi je trouve la vidéo superbe. C'est parce que c'est des produits financiers qui sont souvent très compliqués à expliquer. La preuve en est que j'ai encore moi-même du mal à l'expliquer. Mais franchement, sur ce format de 12 minutes, il a fait un miracle pour expliquer Pendle et Boros. Je te laisse prendre la main. Oh non, je pense que en fait l'explication de Pendle la plus simple, c'est que c'est comme si tu avais un appartement et que tu dissociais la propriété et les revenus de cette propriété-là en fait. Et Voilà. donc la propriété c'est le PT et le revenu de cet appartement c'est le YT. Et en gros sur Pendle, les deux sont dissociés et en fait tu as le choix entre spéculer sur le yield de l'actif sur lequel tu te positionnes ou entre guillemets et donc quand tu spécules sur le yield, souvent tu spécules sur le revenu et l'APY que ça génère, mais surtout sur les points que tu peux accumuler. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui historiquement achètent des YT sur des assets qui sont faits par des protocoles qui n'ont pas encore de token natif. Et donc en fait ça te permet de jouer d'avoir beaucoup plus de points que prévu, mais tu sacrifies du capital parce qu'en général tu récupères que dalle à la fin. Soit ça te permet d'obtenir du yield upfront d'une certaine manière. Donc par exemple tu peux dire je sais pas, mon stake Ether, et ben en fait, j'achète le PT. Donc peut-être le PT il va me donner 4 ou 5% garantie. Ces 4-5%, je vais les obtenir à maturité, donc selon quand Dans ça un an, expire. dans 2 Donc ans. voilà, dans un an, dans 3 mois, ça dépend des contrats. Et donc ça te permet de t'assurer un yield. Donc soit tu spécules sur le yield de l'asset sur lequel tu te positionnes, qui inclut les systèmes de points, soit tu veux verrouiller un APY sur cet actif-là, mais à ce moment-là, tu perçois pas le yield ni les points qui sont associés en fait. Donc c'est pas mal intéressant parce que par exemple, il y a eu une énorme croissance, notamment sur, encore une fois,
Hyperliquid et HyperEVM avec Kinetic. Kinetic est le K-Hype qui est donc le LST natif le LST le plus utilisé sur HL. Et en gros, ça te permet d'avoir voilà, alors regarde, tu cliques sur l'expand un peu, voilà, ici. Donc ça veut dire que là, actuellement, sur le K-Hype, tu peux avoir un PT à 9,44%. Ça veut dire que en gros, dans tous les cas, genre, tu n'auras pas le yield jusqu'à maturité, donc dans 59 jours, mais dans 59 jours, tu vas obtenir 9,44% en plus de ce que t'avais. Et tu peux, ou sinon, tu peux faire le YT, donc à ce moment-là, ça te permet d'avoir une sorte d'effet de levier sur les points que t'aurais eu normalement dans le truc. Donc soit voilà, donc pour bien comprendre cette histoire de points, tu spécules sur ça. Pour bien comprendre cette histoire de points, vous savez, pour farmer des airdrops, on vous demande de faire des actions sur des protocoles et souvent il y a un système de points. Et en fait, l'idée, c'est si vous êtes sûr que cet airdrop, il va vous faire bien manger, ben vous pouvez dire, au lieu de faire le truc nativement, donc d'utiliser le protocole avec votre capital, ben là, on vous propose d'acheter directement des points. Et si vous en sortez bien, et ben potentiellement, votre achat de points, il peut être rentable parce que vous allez avoir un airdrop qui est nettement supérieur aux points que vous avez achetés. En fait, ça, c'est un risque que vous prenez. Avec Underlying APY, l'Underlying APY, c'est donc la colonne au milieu, c'est le rendement que l'actif génère annualisé actuellement. Et donc, soit tu peux dire, en fait, actuellement, ça génère 1,88%, mais moi, je me verrouille 9,44%, et à ce moment-là, j'ai pas le rendement jusqu'à la maturité. Soit, je m'en fous un peu du yield, mais moi, je spécule sur les points. Et en fait, si tu mets ta souris sur le 69X, ça scroll un peu parce qu'il y a nos têtes devant, je crois. Ouais. Ça te dit qu'à la fin, tu vas perdre tout ce que tu as mis, mais ça te permet d'avoir 69 fois plus de points. Donc en gros, soit tu prends un levier pour avoir beaucoup plus de points, mais tu sais qu'à la fin, tu récupères rien si ce n'est les points, soit tu t'assures un rendement sur cet actif-là à maturité. Donc tu vas pas recevoir 9,44% dans 59 jours, tu vas recevoir 9,44% annualisé. Donc si c'est dans 59 jours, en gros, tu vas récupérer 59 jours d'un APY à 9,44% en gros. Yes. Et le VK Hype, c'est je peux en parler vite fait, mais en gros Kinetic, ils ont leur LST qui est le K-Hype, mais ils ont une solution qui s'appelle Kinetic Earn où en fait tu peux déposer tes K-Hype dedans et eux ils vont générer du rendement par-dessus tes K-Hype. Donc tu gagnes du rendement sur tes K-Hype et par contre c'est verrouillé, etc. Et à ce moment-là tu peux à nouveau spéculer sur ce truc-là. Le VK Hype étant le truc qui historiquement donne le plus de points sur Kinetic notamment. Donc après moi personnellement je farm très peu Kinetic, mais après je sais qu'ils ont une très bonne team et qu'ils font des choses bien. Donc voilà, mais au moins vous avez un peu plus d'informations sur tout ça. Et dans tous les cas, vous avez évidemment la vidéo de Igris sur ce point-là qui est extrêmement intéressante. Et honnêtement, moi de base, j'étais quelqu'un qui était pas trop intéressé par ces trucs-là. Pareil. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on n'est pas trop intéressé parce qu'on comprend pas. Et une fois qu'on comprend, on se rend compte que le potentiel est juste gigantesque. Mais genre vraiment gigantesque. Et il y a des loops et des un peu des itinéraires à prendre pour essayer de maximiser le yield. Et bref, il y a énormément de choses qui sont extrêmement intéressantes sur ça. Et leur TVL est en train d'exploser. Et c'est notamment leur TVL sur HyperEVM dernièrement qui ont explosé, puisque en fait, un truc que moi j'ai vu on-chain, c'est que en fait tu te rends pas compte, mais quand tu utilises du VK Hype, donc quand tu déposes tes K-Hype chez Kinetic Earn, et ben en fait ils utilisent une partie des K-Hype pour minter des PT et des YT en fait, enfin notamment des PT. Donc en fait quand t'as du VK Hype, en fait tu te donnes de l'argent en K-Hype à Kinetic pour en partie acheter des PT. D'où l'énorme croissance en fait sur Pendle, sur la partie Kinetic, parce que le protocole lui-même achète des PT quoi. Et dernière parenthèse, parce qu'après je vais pas vous saouler avec Honda. Vous avez dû voir la révolution qui s'est passée dans le pays qui est le Népal. Donc pour faire très rapide, en gros, il y avait de plus en plus de jeunes qui commençaient à en avoir plein la casquette, de voir des membres du gouvernement et des enfants du gouvernement qui étaient pétés d'oseille pendant qu'eux, ils n'arrivaient même pas à se mettre de quoi bouffer dans l'assiette. Donc ils ont fait la révolution. Donc c'est parti en manifestation. Après, ils ont commencé à foutre le feu chez les politiciens, etc. Chose importante, il faut savoir que le gouvernement du Népal avait banni quasiment tous les réseaux sociaux, mais pas tous. Discord fonctionnait encore. Et donc, il y a des gens, pour pouvoir passer au travers le ban des réseaux sociaux, ils ont utilisé une solution qui s'appelle BitChat. Donc, BitChat, en fait, c'est un système qui a été créé par Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter. Et donc, en fait, c'est un système de messagerie qui fonctionne par Bluetooth. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer sans passer par le réseau mobile, sans passer par le réseau Internet, mais uniquement via Bluetooth avec les autres personnes qui utilisent l'application. Et en plus de ça, l'application, elle commence à évoluer de sorte à ce que les informations puissent rebondir de plus en plus rapidement. Donc, en fait, c'est un système qui
qui fonctionne pas sur une blockchain, mais qui est insensible à la censure, qui a eu son petit succès au Népal. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse cryptographie. Je vais te laisser enchaîner sur la partie Athéléo. À partir de maintenant. Ouais. Hop, je partage mon écran. Hop, non, vous voyez mon écran. Je vais enlever ton écran. Et normalement, on est bon. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout se passe bien? Tout se passe Je bien. suppose. Ok. Bah écoutez, du côté de BTC, honnêtement, c'est plutôt cool qu'on ait eu ce rebond ici sur cette zone assez critique. Comme vous j'expliquais, pour moi, il y avait pas mal de choses qui convergeaient. Enfin, il y avait une énorme confluence dans cette zone ici autour des 108, 109 000 $, notamment l'ex-résistance qu'on avait vu ici, et puis travailler à nouveau ici, et puis du coup, cette fois-ci, retester ici. D'ailleurs, si on regarde les EMA en weekly, on voit que on s'en est encore servi en tant que support, de même pour celle en 2 semaines. Donc une grosse réaction. On a d'ailleurs au passage frôlé les 38% de retracement, donc 38% de toute cette hausse ici. Donc on avait vraiment une belle zone. Ce que je vous expliquais notamment, c'est que moi, pour reprendre un petit peu plus espoir et avoir un petit peu plus de garantie, il fallait reprendre cette zone verte. Et comme vous l'avez vu, cette zone verte a été reprise. Elle a même été retestée ici en tant que support, et depuis, on s'est pas mal repris. Donc ça, c'est plutôt cool, honnêtement. Sur BTC, la trend continue. Et en fait, surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est en fait le retour des inflows sur les ETF BTC. Parce qu'en fait, on avait eu quelques sorties dernièrement, et puis des inflows qui étaient assez modérés. Mais là, comme on le voit, le 10, on a eu 741,5 millions de dollars qui sont entrés dans les ETF BTC, puis 552 le jour d'après, puis 642 le jour encore d'après. Donc là, c'est en train de reprendre. Et donc, comme vous le voyez ici, on a un peu eu une période de consolidation depuis le 25 juillet où il y avait plus trop d'argent qui rentrait, sortait. Enfin, ça consolidait pas mal. Et maintenant, on s'y est repris. Et en fait, ça me fait un peu penser à ce qu'on a vécu, genre justement ici, et puis à d'autres moments. C'est-à-dire que genre t'as une grosse vague où t'as genre beaucoup d'argent qui rentre dans ces ETF là, puis une période de consolidation, puis on repart, etc. Et en fait, c'est une tendance qui est assez claire, quoi. Donc pas mal d'argent qui est rentré dans BTC, et on l'a vu directement dans le graphique. Après, ça reste timide sur le graphique par rapport à l'argent qui a été injecté, mais c'est clairement une bonne nouvelle. Et surtout l'extrême bonne nouvelle pour le moment, c'est que en fait historiquement, quand les inflows reprennent, en fait ça reprend pas pour de faux, ça reprend en général pour plusieurs semaines. Donc sur BTC, écoutez, moi je suis assez optimiste. On a fait un retest relativement parfait de la zone que je voulais voir retester, et on a une belle réaction. Donc maintenant, il va falloir tenir et garder quelque chose d'un peu plus positif, notamment je pense, faisant un higher low ou quelque chose comme ça. Je sais pas à quel point on va retracer, honnêtement, mais en tout cas, on est sur quelque chose qui est assez sympa. De toute façon, BTC en ce moment, il est beaucoup moins volatile dernièrement, et je pense qu'il a bien maturé. Et je pense surtout que l'attention s'est beaucoup plus portée sur Ether. Du côté d'Ether, écoutez, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on a encore une fois en weekly, une tendance qui est extrêmement forte. Quand même, pour le rappeler, on est passé de 1400 $ à quasiment 5000 $ en l'espace de quelques mois. Donc une vraie appréciation. Et on a surtout break la zone qui était la plus importante sur le graphique, à mon sens, qui était cette résistance ici, qui nous a maintenu, pas en bear market, mais qui nous a empêché d'avoir pas mal de croissance et derrière de taper un ATH. Et maintenant, on est un peu en entre-deux, c'est-à-dire qu'on est entre le dernier ATH et ce niveau ici. D'ailleurs, je vous avais dit que pour moi, il fallait dans un des derniers streams, je disais qu'il fallait une belle réaction justement dans cette zone ici. Et au final, c'est la zone sur laquelle on a consolidé. Pour information, c'est 61-70% de retracement de cette hausse ici. On a bien consolidé, on a perdu pas mal de volatilité, et puis derrière on s'est enflammé. Et puis maintenant, on s'est retrouvé en reload zone vendeuse, donc à court terme, de cette baisse ici. Donc en fait, pour moi, ce à quoi on assiste, c'est une sorte de consolidation et de range entre le dernier ATH et la zone de résistance qui est hyper clé. Et pour moi, si jamais on repasse au-dessus, c'est pas pour y aller à moitié, quoi. Donc pour moi, plus on a de consolidation ici, mieux c'est, dans le sens où ça va nous permettre de mieux encadrer nos trades, d'avoir des meilleurs risk-reward, etc. Et encore une fois, qui dit croissance d'Ether dit en général biais plutôt positif pour les altcoins, même si dernièrement on l'a beaucoup moins ressenti, parce que en fait l'argent est surtout rentré via les ETF. Donc sur les ETF Ether, ça se passe plutôt bien. On a à nouveau des inflows après avoir eu des sorties assez significatives dernièrement. Et donc je pense que c'est plutôt un bon signal. Moi personnellement, je suis assez optimiste pour Ether. Je pense juste que en fait, j'ai pas trop envie de voir le prix retourner en dessous d'ici. On a bien retracé, consolidé assez longuement. Donc moi je pense qu'on se dirige vers quelque chose qui va ressembler à une sorte de compression, tu vois, dans le style où juste on
on fait du flipper, quoi. On tape un peu des deux côtés, sans vraiment casser un high, mais sans jamais vraiment casser un low. Et jusqu'au moment où, derrière, juste ça enclenche. Et je pense honnêtement que la prochaine fois qu'on ira sur ces niveaux-là, je pense que ce sera probablement pour les exploser. Donc, plutôt positif sur Ether. Dans les autres choses que je regarde personnellement, il y a notamment Hype, qui tout simplement breakout. Hein. C'est-à-dire que même qu'on regarde en 3 jours, en weekly, on avait un biais qui était relativement haussier. Honnêtement, moi, j'étais un peu inquiété ici lorsqu'on a fait cette prise de liquidité et que je voyais un peu la même chose sur BTC et sur ETH. Donc moi, j'étais sorti dans ces eaux-là. Et ensuite, quand j'ai vu qu'on commençait à bien repartir, j'ai commencé à TWAP et à me placer ici avec un prix d'entrée. Enfin, du coup, j'ai pu reprendre une position sur Hype. J'ai eu un prix d'entrée entre 48 et 49. Et j'ai TP à 57 et maintenant je surveille, j'essaie de me repositionner aussi doucement. Mais je pense que je vais beaucoup plus me replacer honnêtement via les dérivés progressivement sur toutes ces choses-là. Parce que Question, Léo. Ouais. Comment tu te dis, putain, ça repart, il faut que je rentre parce que là, c'est quand même chaud de se dire, je rentre sur un ATH. Qu'est-ce qui te dit, ça va repartir? C'est quoi le signal pour toi? En général, quand tu as une prise de liquidité au-dessus d'une résistance et que derrière on a un rejet qui est fort, la fois d'après, quand on retourne pour déborder à nouveau ce niveau, c'est qu'on y va pour de vrai. Genre, c'est extrêmement rare d'avoir une résistance. Genre, tu bégayes, tu la breaks, ensuite tu rejettes. Tu vois, c'est très peu probable qu'on refasse ça et qu'on repasse en dessous, tu vois. Genre, historiquement, c'est plutôt tu soit t'as un rejet qui est clair après une prise de liquidité et donc une déviation et ensuite t'enchaînes, soit en fait, juste c'est une prise de liquidité, tu rejettes et ensuite la fois d'après où tu pars, t'as une vraie tendance en fait. Ça me fait un peu penser à ce que j'avais vu, enfin je crois qu'on a vu ça plusieurs fois sur ce cycle-là. C'est pour ça que j'étais aussi un peu inquiet ici. Je sais pas si vous vous souveniez, mais on avait une grosse résistance et on avait une prise de liquidité ici. Ça m'avait pas mal inquiété. Et quand on avait été recherché au-dessus de cette résistance et qu'on avait débordé cette, entre guillemets, prise de liquidité, cette mèche, j'étais assez confiant sur le fait que la trend se poursuive, en fait. Tu vois, de même ici, genre, t'as une résistance qui est claire, on va chercher la liquidité, ensuite on rejette assez fortement et la fois d'après, quand on y va, enfin, si on a déjà chassé la liquidité, pourquoi y retourner? Si on y retourne, c'est qu'il y a une vraie volonté. Donc c'est pour ça que moi, je peux me permettre de rentrer un peu plus fort dans ces conditions-là. Après, il n'y a pas 100% de win rate. Tu vois, si on doit faire 2 prises de liquidité, 2 déviations et me casser la gueule, ça peut arriver. C'est plus des observations et c'est là où je trouve des risk-reward qui sont assez intéressants. Donc, écoutez, la trend, elle est plutôt claire sur Hype. Tous les biais sont relativement positifs. Sont positifs. Et maintenant, je surveille. En fait, le truc qui est... Genre, je pense que Hype a encore pas mal de potentiel. C'est juste que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir un bon risk-reward, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est pour ça que je prends des profits en général un peu plus fortement et tout, parce que maintenant, c'est quand même... la FDV est grosse, le market cap pas tant que ça, mais ça va pas mal augmenter prochainement, parce qu'il y a les unlocks de team et tout, donc la market cap va être beaucoup plus grosse. Je pense que la team ne va pas toucher à ces tokens ni les vendre, si ce n'est peut-être staker, déléguer, un truc comme ça, mais rien de ouf. Mais ouais, pour moi, sur Hype, tout va bien, tant qu'on repasse pas, je dirais, sous cette zone ici. Pour moi, tant qu'on repasse pas sous cette énorme zone verte ici, autour des 48-50 $, pour moi, on est en lune de miel, très beau mariage, tout se passe bien. Et si jamais on commence à repasser en dessous, là, je me poserai des questions parce que voilà, on arrive sur des prix qui sont quand même big. Donc, à la limite, tu peux avoir genre des éléments qui te font un peu paniquer, mais pour moi, on doit pas instaurer de la valeur durablement sous ce niveau-là, sinon ce serait un peu inquiétant. Donc, moi, je m'en fais pas trop sur Hype, juste j'y vais doucement, je prends des profits régulièrement, j'essaye d'assurer mes coûts, etc. J'ai aussi, j'ai aussi pas mal de ça, et donc c'est pas non plus simple. Mais c'est compliqué aussi en fait, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de partager ce que je fais en temps réel et de pas passer pour un abruti, tu vois, parce que c'est comme ce que j'expliquais la dernière fois. Moi, la dernière fois, quand je suis sorti, je le pensais vraiment, tu vois, et ça m'a pas empêché de racheter plus haut, comme j'en avais parlé. J'avais dit que si jamais on repassait au-dessus de la zone verte sur BTC et que j'étais plus confiant sur Hype et tout, j'avais pas de souci à racheter plus haut, et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Pour autant, il y a des gens qui se sont dit, mais c'est qui ce mongol, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué de gérer ces trucs-là, sachant que là, en fait, pour le coup, j'ai encore fait de l'argent, parce que j'ai acheté plus haut, mais j'ai re-TP encore plus haut, etc.
Donc honnêtement, genre des fois c'est un peu, enfin je comprends. En fait, c'est extrêmement difficile de partager ce que je fais en temps réel sans, enfin j'ai pas la même size que les gens, j'ai pas le même cycle que les gens, je travaille pas de la même manière que les gens, et il y a des gens qui essayent d'appliquer la même chose que moi, donc forcément il y a des moments où ils sont frustrés et que c'est compliqué. Puis c'est compliqué de tout communiquer clairement sur Twitter, et enfin sans se prendre de giga shitstorm, etc. Donc j'essaye de le faire autant que possible, mais je pense qu'au bout d'un moment je vais juste arrêter en fait, parce que je le vois même dans des situations où j'ai ruiné plus haut et j'ai fait de l'argent, et je pense que pas mal de gens autour de moi aussi. C'est compliqué de satisfaire tout le monde et de faire comprendre que j'ai ma manière de travailler et qu'elle est très flexible. Enfin, en fait, les gens. Non, mais c'est surtout que ça peut te porter l'œil. Ouais, c'est ça. En fait, t'as tellement bien géré que vaut mieux partir en grand prince comme Digidix que d'avoir le mini downfall. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'interview de Vitalik, c'était ma dernière vidéo, tu vois. Donc, mais en même temps, tu vois, c'est compliqué de pas partager mes convictions, ce que je fais, etc. Donc je sais pas. Mais je pense pas que je vois que ça me parle de mon Discord. Honnêtement, je pense pas que je repartagerai des choses dans mon Discord en termes d'idées de trade. Enfin, ça dépend du moment du cycle, parce que genre, sur des grosses time frames, il y a des choses très intéressantes à faire. Le problème, c'est que genre ça arrive peu souvent, quoi. Et c'est surtout que, en fait, j'ai pas besoin de ce niveau de pression dans ma vie. J'ai déjà assez de pression sur 10 000 trucs en même temps que j'ai pas envie de me mettre mal avec ça. Donc voilà, mais j'essaye un peu de concilier tout, donc c'est pas évident. Bref, de toute façon, comme tu dis dans le chat, t'as la masterclass, hein. Tu fais l'émission évidemment, hebdo, évidemment, voilà, évidemment. et c'est déjà super. Hein. Évidemment, mais je partage honnêtement mon feeling par rapport à ça. Enfin bref, je vois tellement de choses, c'est inimaginable. Bref. Solana, bah écoutez, il run. Je vous disais que les choses s'accéléreraient à partir du moment où on breakait cette résistance rouge. Bah je crois que ça a pas manqué, non? Je pense qu'on est plutôt... Enfin, après, évidemment, moi je suis sorti du marché à un moment et j'ai pas racheté mes Solana, mais en tout cas mon biais il était plutôt bon dans le sens où bah, quand on a break ce range, on a pris 30%, quoi. Donc après, maintenant, moi ça m'intéresse plus d'acheter ça. Enfin, pour moi, le moment intéressant c'était genre au break de cette résistance, il y avait un risk reward qui était intéressant, mais maintenant c'est extrêmement compliqué. Sinon, bah écoutez, le S&P qui se porte toujours bien. Moi, j'en achète toujours progressivement. J'utilise pas mal de sous que je fais en trading et sur mes investissements crypto pour investir aussi en TradFi progressivement. Parce que enfin, je veux m'asseoir sur un bon matelas tranquille et avoir, enfin, profiter de l'opium et du up only entre grands guillemets dont profitent les boomers. Donc voilà. Et après, sinon, franchement, après, j'ai du Robinhood, j'ai plein de trucs. J'ai pas de NA, mais il y a eu des choses intéressantes dernièrement, mais la chart me parle pas trop. Si on se bat sur les fondamentaux, pourquoi pas, je sais pas. Mais je regarde peu de choses, honnêtement. J'achète un peu de tout en TradFi, des indices, de la tech US, plein de trucs comme ça, donc c'est pas très diversifié, hein. Et puis je suis toujours très focus BTC, hype, surtout hype dernièrement plutôt que BTC. Mais avec les inflows qu'on a vus dernièrement, qui se font souvent par vague, et peut-être qu'on a le début d'une vague, je sais pas. Mais voilà, je suis très optimiste, mais je fais extrêmement attention à comment je me positionne, parce que j'ai tellement fait un cycle parfait, honnêtement, que enfin, j'en suis à un point où je peux faire quasiment que des erreurs. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et dans ce cycle-là, au point où j'en suis arrivé, je ressens pas l'envie de reprendre autant de risques qu'avant, quoi. Encore, on serait sur des prix qui sont très attrayants d'un point de vue genre grosse time frame, des trucs comme ça et tout, ouais. Mais là, on est tellement monté en ligne droite sur BTC. Enfin, on est quand même passé de 15 000 à 115 000 $, et sur Ether, on a bien pump. Je pense qu'on va encore continuer, mais enfin, voilà, je dois moduler mon risque par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tu vois. Je peux pas ignorer que on a fait qu'on a fait quasiment x10 sur BTC. Et puis, comme vous savez, moi, je build aussi sur HL. Donc, c'est compliqué de tout concilier. Et ça me permet aussi d'avoir une exposition. Enfin, si le projet marche, ça me fait une exposition à l'écosystème HL aussi. Donc voilà. Donc, en ce moment, je chill, je me focus pas. Enfin, il y a des trucs qui sont intéressants, genre et franchement, BNB, il est parti en ligne droite, il a fait un ATH. Je vous disais que j'ai racheté ici de mémoire, donc
Donc après, j'ai pris des trades sur les dérivés, notamment ici. Puis après, j'ai coupé un peu plus tôt. Doge, je le trouve intéressant. J'en suis sorti parce que juste il était trop lent, ce lait. Tao, on s'endort. Alors Théo, alors peut-être, mais c'est fondamental. Moi, je suis choqué que Pendle s'apprécie pas plus vu l'appréciation de la TVL, honnêtement. C'est un Ça petit peu manque de compliqué. réserve stratégique, quoi. Hein. Faut croire que les alts, un peu comme ça, s'il n'y a pas de logique claire de buyback par rapport aux revenus, ça plaît moins. Parce qu'en fait, tu te dis pourquoi acheter du Pendle ou machin au bidule alors que tu peux avoir de l'Ether. Clairement. Là, par exemple, le graphe de Hondo, il me parle un peu plus, tu vois. Enfin, genre, t'as quand même une grosse correction, le truc, il est un peu plus à plat qu'avant. Genre, il y a des choses qui sont très intéressantes, mais j'ai l'impression que plus personne en parle. Donc, tu vois, c'est le genre de truc que je vais surveiller, sur lequel je vais mettre des alertes. Parce que, encore une fois, pour moi, la narrative Real World Asset, on va pas se mentir, elle était totalement bullshit il y a un an. Enfin, bullshit dans le sens où on n'avait rien de concret. Et là, maintenant, on a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, pertinentes et concrètes, en fait. Donc ouais, c'est des choses qui me parlent plus. J'ai pas trop checké, mais Maple, je crois que ça s'apprécie plutôt bien aussi. Ouais, je sais pas. Honnêtement, aujourd'hui, moi, je regarde surtout BTC, Ether, Hype, ETH BTC, peut-être un peu de Sol, le S&P. Je deviens un vieux con, les gars. Mais au final, c'est ce qui a fait mon cycle, c'est que je me suis pas trop éparpillé dans les altcoins et ça a plutôt bien marché. Mais C'est pareil. à un moment, ça va changer évidemment. Mais pour l'instant, c'est pareil. Il y a beaucoup d'alt où en fait, je me dis oui, tu peux gagner plus, mais tu peux tellement perdre plus. Et en fait, quand t'as ETH, Sol, Hype, j'ai pas envie d'aller m'empoisonner sur des trucs. En fait, même quand je vois des trucs où je me dis putain, je serais bien rentré, ça fait x2 x3. Bah, je me dis est-ce que j'aurais vendu en x2 ou en x3? Non, gourmandise, j'aurais machin. Et puis au final, il y a tout qui est ravalé, ça part à la cave. Alors que sur Ether, je suis bien, sur Sol, je suis bien, tu vois. Moi, c'est vraiment que le marché, il est tellement monté que ça a tellement bien marché pour moi que, en plus du fait de build, que, en fait, j'ai déjà assez de pression dans ma vie et que j'ai pas trop envie d'en rajouter. Et j'ai pas l'impression que le fait de m'investir beaucoup plus sur le marché, ça va me procurer beaucoup plus de bonheur ou de profit, par rapport au stress que ça peut m'apporter, en fait. Donc, du coup, ça fait que mon analyse est peut-être moins pertinente et moins bonne qu'avant parce que j'ai changé, quoi. Mais Ouais, non, mais après, de toute moi, je façon, continue sincèrement. qu'on se le dise, quand on a lancé Coin Academy, quand on était beaucoup plus petit, on pouvait parler de coins beaucoup plus low cap et tout, parce que déjà, bah, ça marchait beaucoup mieux, hein, qu'on se le dise, ça marchait dans ce sens-là. Et puis, on prenait moins de risques. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, si on vous envoie au casse-pipe sur chaque nouveau narratif ultra low cap, on vous envoie au charbon. Alors, si ça marche, on passe pour des génies, mais si ça marche pas, on passe pour les pires des enculés. Donc, c'est pas l'objectif. Et moi, je vois hein, plein de tweetos qui... Factuellement, on a quand même parlé d'HLIC alors que tout le monde s'en battait les couilles, qu'il n'y avait pas de token. Ça a été le plus gros airdrop du cycle. Aujourd'hui, ça fait partie du top 10 en FDB. Je pense que niveau altcoin, on a plutôt bien géré ce cycle-là. Ouais, et puis Solana aussi. Après, moi, j'ai eu des convictions 2021. sur le truc. 2021, on a call Solana. 2023, 24, 25, on a call Hype. Est-ce que c'était pas les meilleurs plays des deux cycles? Enfin, factuellement, pour clairement. moi, on a fait ce qu'il fallait, quoi. Et le truc, c'est que là, maintenant, on le sait, qu'est-ce qui plaît, c'est les revenus. Et moi, comment vous dire, si je garde mon biais ancien Capet qui n'a, je vous le dis en toute humilité, qui a absolument pas payé sur ce cycle, j'aurais pensé tech, je vous aurais dit des Caspa, des BitTensor, des Akash sur le narratif d'Epine. Là, on a Peak qui a pump sur le d'Epine. Mais tu vois... tu vois, aujourd'hui, avoir une bonne tech, ça suffit pas. Il faut que tu aies un mindshare, il faut que tu aies des revenus, voire que tu aies du buyback. Et maintenant, on le sait. Donc, juste ces projets qui sont tech, qui vous plaisent, surveillez-les. Et tant que ça vous parle pas de revenus, etc., bah, c'est un petit peu compliqué de se placer, franchement. Ouais. Je vois que ça me vanne sur les NFT, les gars. Je crois que j'ai tiré les leçons qu'il fallait des NFT. Hein. Ouais, on s'est bien fait milk sur les NFT, c'est clair. Bah ouais, et puis après, derrière, on s'est pris un FTX. Donc ouais. Moi, en tout cas, voilà. Moi, c'est à peu près tout de mon côté. Ce que je noterais, c'est que pour moi, le plus intéressant, c'est Real World Assets, tokenisation des ETF, tokenisation des stocks, trading en spot et en perp, on-chain, de ces choses-là. Et je pense que le point névralgique de tout ça, ça va être Hyperliquid et les HIP3. Je vous le dis parce que je suis au cœur du truc, donc je vois tout. Et honnêtement, c'est là où je vois le plus d'alpha et je pense que c'est là où je vois le plus de potentiel.
Encore une fois, je disais ça, on me prenait pour un fou, on me disait que j'abusais il y a quelques mois en disant, je disais que genre pour tous les leaders de l'écosystème et même des géants en dehors, HL devenait une priorité. On me prenait pour un fou. Au final, c'est encore plus ce qu'on a vu dernièrement avec le SDH. Et moi, ma take aujourd'hui, c'est que les HIP3, c'est la prochaine grosse révolution en crypto et que tout ce qui est tokenisé va finir dessus et que ça va être, HL va être l'AWS de la liquidité on-chain et qu'on pourra y trader n'importe quoi et que n'importe qui pourra déployer à condition d'avoir assez de hype staké. Donc, pas de date pour le HIP3. Comme tu dis, c'est toujours en testnet. Mais moi, je pense que ça va arriver dans les prochaines semaines, honnêtement. J'ai du mal à imaginer les HIP3 arriver en 2026. Je pense que ça arrivera en 2025. Quelqu'un qui me dit, donc t'es bullish à mort sur Hype. Bah, je suis bullish à mort sur Hyperliquid. Après, Hype, c'est Hype. Donc oui, si Hyperliquid, ça se passe très bien pour eux et pour l'écosystème, je pense qu'on le verra dans le Hype. C'est juste que le risk-reward n'est plus le même aujourd'hui, tu vois. C'est juste, faut être factuel. Tu vois, genre, enfin... je crois qu'on voit mon écran, ouais. Faut pas oublier que, genre, concrètement, j'ai run tout ça, j'ai vendu au milieu du range, et ensuite, moi, mes grosses positions, je les ai accumulées, je dirais, entre 10 et 15 dollars ici, quoi. Donc, j'ai acheté ça et j'ai surfé tout ça. C'est pour ça que, genre, même en vendant ici, en rachetant ici, je m'en fous, quoi. Mais le truc, c'est qu'une fois que t'as capturé, genre, ici, j'ai pris quoi, en x4, quoi, sur de la size. Pour refaire x4 sur Hyperliquid, ça veut dire qu'on arrive à 200 milliards, plus de 200 milliards de FDV, peut-être 220, un truc comme ça, et ça veut dire qu'on s'assoit à la table de Solana, quoi. Et c'est totalement envisageable. Mais c'est juste que l'espérance de gain, c'est plus la même chose, quoi. En tout cas, voilà, avec cette histoire de revenus, les gars, il y a des trucs, on le sait. Hein. Moi, je pense que sur la partie Real World Asset, d'Epine, on peut avoir des trucs de fou furieux. Mais il faut juste que les projets se réveillent. Tu vois, on parlait il y a un an de IO.net, Akash, Aethir et tout. Il peut se passer des trucs de dingue. Mais il faut qu'ils se réveillent et pour le moment, c'est pas le cas. Donc en attendant, perso, ETH Sol. Ouais, moi ma reco, c'est que si vous tradez BTC, ETH, Sol et tous ces trucs-là en spot, au lieu de le faire ailleurs, faites-le sur HL et faites-le via Unit. Et vous n'avez même pas besoin de laisser vos fonds, vous pouvez les retirer après. Et de cette manière-là, pour moi, vous formez HL, vous formez Unit. Si jamais il y a un truc, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Pour moi, c'est une bonne manière de s'exposer à tout ça, c'est de prendre les réflexes de trader en spot sur HL. Pour moi, c'est une bonne chose à faire. Pour spéculer sur la réussite des HIP3, c'est extrêmement difficile, mais j'aurais tendance à dire que ce qu'on voit en testnet, c'est que Unit va avoir un HIP3. Je pense que ça va être quelque chose de majeur pour eux. Donc c'est pour ça que je parle tout le temps d'Unit, c'est parce que je pense que Unit va être un des trucs les plus intéressants sur HL, ou en tout cas ça va être le cœur de HL. Et j'ai toujours l'impression que les gens sous-valorisent ou sous-estiment Unit. Tout le monde parle du nouveau truc brillant, mais Unit, c'est ce qui bougera pas. Unit, c'est intégré nativement dans HL. Il n'y a aucun concurrent qui viendra les baiser, à mon avis. Donc voilà. Après, évidemment, je peux comprendre que pour certains, c'est compliqué de farmer ces trucs-là. Et encore une fois, on n'a aucune garantie qu'il y ait un token un jour, etc. Mais à mon sens, c'est les trucs qui sont pas les plus regardés, mais qui ont le plus de chances de réussir auxquels il faut s'intéresser et sur lesquels il faut se positionner, tu vois. C'est pas en faisant ce que tout le monde fait que tu réussis en général. Unit, je pense que c'est presque un consensus play dans le sens où, genre, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord que Unit, ça va valoir quelque chose ou que ça va être important. Mais entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a une énorme différence, quoi. Donc voilà. Clairement. En tout cas, nous, vous avez l'émission tous les dimanches ou les lundis. Sur Twitch, vous avez la rediffusion le lendemain sur la chaîne de Coin Academy. On continue de vous produire des contenus fondamentaux, soit via moi, soit via Aigri. Il continue de bosser avec nous. Aigri, c'est juste qu'il fait plus du full-time. Je vois qu'il y a déjà ce sujet-là dans le chat, donc vous inquiétez pas. On se voit à Singapour. Si jamais vous venez pour Token 2049, on y sera. Donc n'hésitez pas à nous ping. Ce sera l'occasion de discuter avec grand plaisir. Voilà. Moi, je suis en Corée aussi. En gros, moi, ça va être compliqué de streamer pendant 2-3 semaines, je pense. Parce que du coup, ça va enchaîner la Corée, puis Singapour, puis d'autres trucs après. Donc, ça va faire beaucoup et je sais pas à quel point je serai dispo. Mais tout ce que je sais, c'est que la prochaine fois où on se retrouvera, j'aurai rencontré plein de gens et j'aurai plein de choses très intéressantes, à mon avis, à vous partager.
Parce que du coup, en Corée, il y a notamment le hackathon de Hyperliquid. Je vais rencontrer plein de gens assez importants de l'écosystème. Du coup, je vais pouvoir avoir plein de perspectives intéressantes. Et après, derrière, c'est Singapour. Donc, c'est Token 2049 est une des plus grosses conférences de l'année en crypto. Donc, ça va être aussi l'occasion de rencontrer des gens et d'avoir de l'alpha. Et donc, voilà. Donc, ça va bien enchaîner. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, les trucs qui sont importants, et qui, à mon sens, ont de la valeur, etc., je vous le partage. Ça change pas. Et je pense qu'on a été cohérent sur ça de A à Z. À chaque fois qu'on voit des trucs qui nous parlent, on vous en parle ici. Donc voilà. Voilà les potes. Je pense qu'on est sur un joli petit format. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous nous suivez sur Twitch, bah pareil, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait. Merci Léo, en tout cas. Vous avez les liens utiles pour ceux qui nous écouteront sur YouTube en description, notamment pour vous créer un compte sur Bitpanda, pour voir l'analyse fondamentale de Pete, qui a été aussi sponsor cette émission. Et passez une bonne journée, une bonne soirée. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Tchuss les gars.